Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de questions et réponses sur le plan directeur Bridge Bonaventure. Merci de l'intérêt que vous portez à cette consultation. Cette séance se tient en français, toutefois, les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais pourront le faire. This session will be conducted in French, but if you wish to ask questions or address the Commission in English, you are welcome to do so. Je m'appelle Éric Cardinal et je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. Madame Isabelle Beaulieu, la présidente de l'Office, m'a confié la présidence de cette consultation que j'ai le plaisir de mener avec mes collègues, Madame Louba Serge et Madame Kumba Ngnom. Nous sommes appuyés dans nos travaux par l'analyste Simon Cloutier-Cyr, que je remercie d'être avec nous également. Ce soir, afin de répondre à toutes vos questions, nous accueillons 4 responsables du projet à la Ville de Montréal. Il s'agit de Louis-Henri Bourque, directeur planification et mise en valeur du territoire. Bonsoir, M. Bourque. Du service de l'urbanisme et de la mobilité, nous accueillons Karim Charef, chef de division. Bonsoir, M. Charef. M. Éric Provost, chef d'équipe. Bonsoir. Et Olivier Carignan de Caroufel, conseiller en aménagement. Bonsoir. Voyons maintenant le déroulement de notre soirée. D'abord, je précise que cette séance est destinée exclusivement à répondre à des questions. Ce n'est ni le moment ni la tribune pour exprimer une opinion. Cela viendra dans un second temps, selon des modalités que j'expliquerai dans quelques secondes. Alors, que vous soyez en ligne ou avec nous ici en personne, vous avez le droit de poser 2 questions. Pour ce faire, les gens de la salle doivent s'inscrire au registre à l'accueil et les gens en ligne doivent suivre la procédure qui apparaît à l'écran. Nous allons alterner entre les questions posées dans la salle et celles de la tribune téléphonique. Si vous avez plus de 2 questions, vous devez vous inscrire à nouveau au registre pour les gens dans la salle ou téléphoner à nouveau pour les personnes en ligne. Les questions doivent être dirigées au président de la consultation. J'inviterai ensuite les représentants de la Ville à répondre. Dans le cas où les représentants municipaux ne sont pas en mesure de répondre à vos questions dès ce soir, ils répondront par écrit et la réponse sera déposée dans le dossier de la documentation dont vous verrez l'adresse à l'écran. Si nous n'arrivons pas à passer toutes les questions ce soir, nous poursuivrons lors d'une 2e séance qui aura lieu sur Zoom demain. Alors, voyons maintenant comment procéder pour exprimer une opinion dans le cadre de cette consultation. Vous pourrez le faire à partir du 17 mai et jusqu'au 8 juin. Pour ce faire, vous avez 3 possibilités. Vous pouvez nous faire parvenir un mémoire écrit. Vous pouvez vous présenter une opinion orale auprès des commissaires avec ou sans document écrit. Vous avez jusqu'au 8 juin pour vous inscrire en téléphonant au numéro qui apparaît à l'écran. Les séances d'audition des opinions vont débuter à partir du 13 juin. Enfin, vous pouvez aussi répondre à des questions thématiques sur le site Internet de l'OCPM, sur la page de la consultation Bridge Bonaventure. Par la suite, nous, les commissaires, nous procéderons à l'analyse de toutes les opinions qui nous auront été soumises et un rapport sera écrit. Une fois prêt, le rapport de la consultation est envoyé à la mairesse de Montréal et 2 semaines plus tard, il est rendu public sur le site de l'OCPM. Je rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions finales appartiennent aux élus. Alors, nous sommes maintenant arrivés à la période des questions. Et je rappelle que les représentants de la Ville sont fin prêts pour répondre aux questions de la salle et ceux des personnes au téléphone. Alors, pour ceux qui nous rejoignent via la tribune téléphonique, vous pouvez dès maintenant nous appeler en composant le 1-438-809-7799.
Vous serez alors connecté à notre ligne téléphonique Zoom. Suivez bien les indications que vous voyez à l'écran et ensuite celles qui vous seront données au téléphone. Merci d'être patient, car si vous êtes nombreux à nous appeler, il se peut que l'attente dure quelques minutes. The phone lines are now open. It is time to give us a call if you would like to ask a question live over the phone. Please call the Zoom line at 1-438-809-7799 and use the code you see on the screen. We ask you to be patient since there might be a lot of people calling at the same time. Thank you very much. Par ailleurs, un point très important, je vous demande de limiter les préambules à ce qui est strictement indispensable pour la compréhension de vos questions. Donc, bref et concis. Aussi, je vous rappelle la limite de 2 questions par présence au micro ou au téléphone. Et finalement, souvenez-vous que nous ne sommes pas ici pour débattre, mais bien recevoir vos questions et permettre aux représentants de la Ville d'y répondre. Alors, nous serions prêts maintenant à recevoir la première personne pour une première question. J'inviterai donc Ève Grenier à se présenter au micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Ma question porte sur l'acquisition de la rue 1000 qui a été indiquée comme une condition gagnante à l'intégration de l'habitation sur le site. Donc, je voulais en savoir plus sur où est-ce que vous en êtes dans le processus, puis où est-ce que ça s'inscrit par rapport à l'appel d'offres qui prévoyait, dans le fond, la cession de la rue 1000, si ma mémoire est bonne, à un promoteur. Donc, cession de la rue 1000, c'est ça? Oui. C'est ça. Oui, merci. Alors, j'invite les représentants de la Ville à répondre. C'est bon? Tout d'abord, messieurs, dames, bonsoir. Merci pour votre présence. Donc, je vais rapidement amorcer une réponse. Dans le secteur Bridge-Bonaventure, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs rues qui sont de propriété de la Société immobilière du Canada, dont la rue 1000, mais il n'y a pas que la rue 1000, il y a la rue Riverside notamment, la rue Oak. La Ville et la SIC sont en pourparlers pour régulariser la situation, pour avoir des transferts de ces rues sur le domaine public de la Ville. Donc, ça avance très bien. On arrive prochainement dans une entente pour que les transferts soient effectifs, que ce soit pour la rue 1000, la rue Riverside, la rue Oak, la rue des Irlandais, donc pour ne nommer que celle-ci. Donc, ça va bon train. On est proche d'une entente avec la Société immobilière du Canada. Parfait. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, une deuxième personne dans la salle, s'il vous plaît. Vianney Bélanger, s'il vous plaît. Monsieur Bélanger. Bien sûr. Bonsoir, Mesdames les commissaires, Monsieur le commissaire et les représentants de la Ville. Si vous me permettez, pour rendre honneur à mes collègues, je vais lire. J'ai une question, il y a un petit préambule, et je tiens. Dans le PDMV, il est mentionné avec une certaine insistance que la préservation des vues d'intérêt sur les marqueurs territoriaux est un principe fondamental de la mise en valeur du secteur. Nous sommes tout à fait d'accord avec l'importance de préserver ces éléments significatifs. Rappel de l'histoire de Montréal. Cependant, nous croyons que l'identité du nouveau secteur Bridge-Bonaventure que nous définissons ensemble passera aussi par de nouveaux éléments signalétiques innovants, lesquels marqueront notre époque. Notre question est donc la suivante. Sommes-nous prêts à accepter de nouveaux éléments signalétiques qui répondront et rappelleront les enjeux de l'heure quant au changement climatique, l'exode des familles, l'étalement urbain et la crise du logement, qui deviendront pour les prochaines générations un rappel de notre époque en continuité avec celle du passé. Représentant de la Ville. Je peux répondre à cette question-là. Je pense qu'il peut y avoir d'autres marqueurs territoriaux là-dessus. Vous faites référence à la question des hauteurs, je présume. Nous, on a identifié des marqueurs territoriaux. C'est des éléments
du paysage qui est marquant du territoire, notamment le silo numéro 5, l'enseigne Farine Five Roses. On identifie des vues d'intérêt selon différents parcours, notamment le canal de la Chine. Et on a identifié des balises afin de préserver cette prédominance dans le paysage, afin de maintenir cette prédominance-là. Donc, c'est des distances, des limites de hauteur par rapport à ça qui a été identifié. Donc, mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres marqueurs territoriaux qui peuvent être d'intérêt, qui puissent arriver par la suite, ces éléments-là. Complément? Oui, en complément de la question de M. Bélanger, je veux mentionner que l'approche de la ville n'a jamais été une approche de mimétisme au niveau du patrimoine. L'idée, c'est que l'architecture évolue avec les époques, puis de nouveaux marqueurs territoriaux, on espère, vont marquer le paysage montréalais. Donc, évidemment, l'approche du plan directeur de mise en valeur pour Bridge Bonaventure souhaite une mise en valeur du patrimoine, sa reconnaissance, mais on veut aussi qu'une nouvelle dimension architecturale apparaisse sur le site, d'où les paramètres qu'on propose. Puis on souhaite évidemment, comme étant une ville qui s'inscrit dans une ville design au niveau de l'UNESCO, avoir des nouveaux marqueurs qui vont être développés sur le territoire de la ville de Montréal. Merci. Merci, M. Bélanger. Merci. Alors, on va aller maintenant à la tribune téléphonique. Est-ce qu'on a quelqu'un à la tribune? On va continuer en salle pour l'instant, si vous le permettez. D'accord, on reste en salle. Alicia Riviera, s'il vous plaît. Bonjour. Je vais revenir à la rue 1000. Si on veut savoir si les négociations que vous êtes en train de faire, c'est pour les longueurs totales de la rue 1000, jusqu'à la Pointe de Moulin, jusqu'au secteur de Pointe de Moulin. C'est le total de la rue 1000? La réponse des discussions concerne la totalité de la rue 1000. Alors effectivement, il y a une distinction entre la rue 1000 Est versus Ouest, donc la rue 1000 qui est sur le site de la Pointe du Moulin. Mais pour la ville, c'est une discussion qui concerne l'ensemble de la rue, que ce soit l'ensemble total, qui va du pont 1000 du même nom jusqu'à l'intersection avec la rue Bridge. OK, je peux passer à ma deuxième question, Oui. Parce que c'est associé à ça. Allez-y avec votre deuxième question. Donc, je vais la lire, OK, parce que c'est un peu plus long. Dit, est-il exact que l'appel de proposition lancé pour les SIC en février 2019 prévoyait la cession de la rue 1000 aux porteurs del projet privé sélectionnés dans le cadre de la demande de proposition et dans l'affirmation que vous me venez de dire que oui? Doit-on comprendre de votre réponse précédente que certaines modalités de la demande de proposition de la SIC année 2019 ont été modifiées ou vont être modifiées afin d'exclure la section de la rue 1000 située dans le secteur del Pont de Moulin de l'eau qui seront éventuellement cédées aux porteurs de projets sélectionnés? Effectivement, le confirmer. Effectivement, la rue 1000, dans la section de la Pointe du Moulin, avait fait l'objet de discussions entre la SIC et lauréat d'un appel à proposition. Mais pour la ville, la demande est claire envers la SIC. C'est la totalité de la rue 1000 qui doit être versée sur le domaine public. Puis ensuite, les discussions, des pourparlers auront lieu avec d'éventuels acquéreurs des propriétés de la SIC, éventuellement. Prochain acquéreur. OK, merci Madame. beaucoup. Merci, Mme Rivera. Alors, prochain intervenant. Prochain intervenant, nous allons aller sur la tribune téléphonique. Madame Lucette Lupien, je vais vous demander de réactiver votre micro. Alors, Mme Lupien, on vous écoute. Voilà. Oui, Mme Lupien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous écoute. Vous pouvez poser votre question. Est-ce que vous entendez? Est-ce que j'ai réactivé mon micro? Là? Oui. C'est un peu compliqué. Là. Oui, on vous Oui, entend très ça bien, marche? Mme Voilà. Lupien. Oui. Bon, bonsoir, Monsieur Cardinal. Bonsoir à tout le monde. Oui, alors ma question, en fait,
Ah oui, c'est qu'il y a un décalage entre moi. Attendez un peu que je coupe. Oui, je veux juste en couper le. Bonsoir, M. Cardinal. Bonsoir. Ma question. Nous avons, je participe à la table de concertation pour représenter les résidents de la Cité du Havre. En 2019, déjà, on avait eu une consultation avec l'Office de consultation publique de Montréal où on avait déposé un mémoire et on avait fait des recommandations. Et puis, on avait été assez satisfait des résultats de cette consultation. Et la plupart du temps, la commission, dans son rapport, a recommandé beaucoup d'éléments que nous avions mis de l'avant et qui étaient importants pour nous. Maintenant, on se retrouve 4 ans plus tard devant une nouvelle commission et bien sûr, vous allez dire que ce n'est pas tout à fait les mêmes questions auxquelles vous allez devoir répondre que la commission précédente, mais nous, nos recommandations se tiennent en grande partie. Là, il y a eu très peu de changements, de modifications dans notre secteur de la Cité du Havre durant ces 4 années. Je me demande jusqu'à quel point, d'abord, ça vaut la peine de revenir et jusqu'à quel point vous allez tenir compte du rapport de la commission de 2019. Voilà, c'est ma question. Merci. Alors, je demande aux représentants de la Ville de vous répondre. Je me demande jusqu'à quel point, d'abord, ça vaut la peine de revenir et jusqu'à quel point vous allez tenir compte du rapport. Décalage. Alors, on a bien saisi la question. Donc, est-ce que je suis utile en étant ici ce soir? C'est le sens de la question. On va tenter de répondre sans décalage, j'espère. Juste pour mettre les choses en contexte, donc il s'agit une des préoccupations à l'époque qui avait été exprimée par les résidents de la Cité du Havre, c'est à l'égard de l'espace qu'on appelle l'espace vestige, pour lequel il y a des droits à construire, il y a une affectation du sol résidentiel, le zonage aussi est mis en place. Et il y a eu des doléances à l'époque, en 2019, pour que cet espace soit conservé en espace vert. Et donc, une des recommandations de l'Office de consultation publique à l'époque, c'était de préserver cet espace vert. Il est évident que pour la ville, le principe est acceptable, on endosse, mais pour la ville, il est difficile, voire risqué, de verser ce terrain en parc, compte tenu que l'affectation du sol, il y a des droits à construire, donc la ville s'exposerait à des poursuites concrètement. Donc, la stratégie a été de voir comment est-ce qu'on peut établir un équilibre intéressant entre une bonne proportion d'espaces verts tout en autorisant une certaine forme de développement immobilier. Donc, c'est la proposition qui est mise dans le plan directeur actuellement pour les fins de cette consultation publique. Je peux peut-être ajouter que on est toujours dans un processus de consultation, donc il va y avoir un rapport qui aura aussi des recommandations que nous, on va prendre en compte aussi. Ce n'est pas une version préliminaire qu'on dépose. Et suite à justement la recommandation de CPM, il y a quand même une diminution de la densité qui est proposée sur l'espace vestige. Et aussi, on propose de réserver une portion du site également à des fins de parc et de travailler avec les propriétaires aussi pour que toutes les voies de circulation qui sont existantes puissent être utilisées par la population en termes de mode actif là, sur ce territoire-là. Donc, il y a quand même beaucoup de travail qui est fait. Il y a encore du travail à faire, mais on travaille en lien avec les promoteurs là-dessus. Donc, on essaie d'écouter chacune des recommandations qui sont faites. Et il y en aura probablement d'autres après cette commission-là qu'on devra adresser également. Merci. Madame Lupien, avez-vous une deuxième question? Il y en aura probablement d'autres après cette commission-là qu'on devra adresser également. Madame Lupien, est-ce que vous avez une seconde question?
En fait, Avez-vous une deuxième question? oui, en fait, je m'adresse à vous, M. Cardinal, et aux membres de votre commission, à savoir si vous allez tenir compte des recommandations de la commission précédente de 2019. Est-ce que vous avez une seconde question? Alors, à cette question, d'abord, vous dire que ce n'est pas une consultation de commission n'est pas comme un tribunal, donc il n'y a pas de jurisprudence. On n'est pas tenu par des recommandations antérieures des autres commissions, mais effectivement, on est conscient qu'il y a déjà eu des consultations. On est au courant de celle qui a eu lieu à l'Office de consultation publique. On a lu le rapport, évidemment. Et on sera très heureux de vous entendre sur ce que vous aurez, vous et d'autres, à dire ou commenter par rapport à ce qui a déjà été fait en termes de consultation publique, que ce soit ici à l'Office ou ailleurs. Mais il s'agit d'une nouvelle consultation publique. Nous sommes une commission indépendante. Nous allons formuler des recommandations basées sur l'analyse de ce que nous aurons entendu dans le cadre de cette consultation-ci. Alors, j'en profite pour rappeler l'importance de venir nous présenter des opinions, même si, pour certains, certaines, ça sera répéter des opinions qui ont peut-être été dites dans d'autres consultations. Pour nous, ça sera important de les entendre si vous souhaitez qu'on puisse les utiliser dans le cadre de notre analyse et dans la rédaction de notre rapport. Alors, cela dit, nous passons maintenant au prochain intervenant. Le prochain intervenant sera en salle. J'invite M. Jean Poulain à prendre le micro et aux participants portant les numéros 5, 6 et 7 à se rapprocher des micros, s'il vous plaît. M. Poulain. Bonsoir. Bonsoir. Je suis membre du conseil d'administration du comité logement Ville-Marie. Et avant de poser ma première question, j'aimerais vous remettre un tableau qui va vous aider à suivre le préambule et la question elle-même. Donc, le préambule. Voici un tableau que le service de l'habitation de la Ville de Montréal nous a fourni l'année dernière. Il présente sur une base annuelle pour la période de 2005 à 2021 inclusivement le total des mises en chantier de logements, toutes catégories confondues, de même que le total des logements sociaux engagés de façon définitive, et ce, à l'échelle de l'arrondissement de Ville-Marie ainsi que de la Ville de Montréal. Question. La Ville de Montréal peut-elle nous fournir une mise à jour de ce tableau en y ajoutant les données pour l'année 2022, ainsi qu'en y ajoutant également les données pour l'arrondissement du Sud-Ouest sur l'ensemble de la période 2005-2022? Bien, pour cette question, probablement qu'on va revenir avec la réponse après la période de consultation, à moins que mon collègue du service de l'habitation souhaite. On va revenir avec une question ultérieurement à la soirée. Merci. Avec une réponse plutôt. OK. Bon, la deuxième est un petit peu plus élaborée. Si vous voulez, quand j'aurai fini, je pourrais peut-être vous la remettre là, pour être sûr que vous avez tous les éléments. Donc, le préambule. La mise en œuvre du règlement pour une métropole mixte, communément appelé le règlement 20-20-20, a commencé le 1er avril 2021, c'est-à-dire il y a maintenant plus de 2 ans. Question. Pouvez-vous nous fournir un bilan de l'application de ce règlement à l'échelle de la Ville de Montréal, de l'arrondissement de Ville-Marie et de l'arrondissement du Sud-Ouest? Nous souhaiterions que ce bilan présente, par territoire concerné, le nombre de projets de développement immobilier résidentiel auxquels le règlement s'est appliqué, le nombre d'unités de logement représentées par ces projets, le nombre de projets pour lesquels une cession d'immeubles à la fin de développement de logements sociaux a été réalisée, le nombre de projets pour lesquels les promoteurs ont versé une contribution financière à des fins de développement de logement social, ainsi que le nombre de projets pour lesquels un mélange de ces deux options a été effectué. Pour chacune de ces catégories de contributions, nous aimerions également connaître le nombre de logements sociaux réalisés ou, à défaut, les montants d'argent récoltés.
Nous aimerions enfin obtenir une distribution similaire pour la catégorie des logements dits abordables, entre guillemets, prévus au règlement, ainsi que pour les logements familiaux. Alors, je vais demander à la Ville s'il est là des réponses à cette question. Bien, premièrement, la question va suivre après la consultation de ce soir et on apprécierait peut-être recevoir par écrit les différents éléments pour être sûr de bien cerner l'ensemble des éléments qui sont souhaités. Est-ce que je peux accepter, M. le Ben, je vais le prendre. Puis on va transmettre à la Ville votre question. Parfait. Puis on s'engage à revenir avec des réponses aux 2 questions. C'est ce qu'on espérait entendre. Merci. Merci, M. Poulain. Alors, prochain intervenant. Bien, je vais mentionner peut-être petite nuance, c'est qu'on va considérer les questions puis voir les éléments qu'on peut amener comme réponse. Mais je ne m'engage pas aujourd'hui à répondre à l'ensemble des éléments. On veut évaluer l'ensemble des éléments de la question, d'où l'importance des avoirs par écrit. Merci. D'accord. Merci. Alors, prochain intervenant. J'inviterai M. Éric Michaud à se présenter au micro, s'il vous plaît. Bonsoir, M. Michaud. Bonsoir. Bonsoir, j'ai 2 questions. Oui. Un petit préambule. En page 42 de votre document, au sous-objectif 3.10, s'inscrivant dans l'objectif de créer des milieux de vie mixtes, vous indiquez vouloir favoriser la cession d'immeubles plutôt que la contribution financière comme mode de réalisation des engagements issus du règlement pour une métropole mixte. Or, le document explicatif révisé du règlement pour une métropole mixte, produit par la Ville de Montréal en novembre 2020, mentionne déjà en page 16 que le règlement est conçu de manière à inciter financièrement les constructeurs à faire une contribution sous forme de terrain vacant ou de projet clé en main, donc sous forme de cession d'immeubles, aussi souvent que possible. Donc, ma question, dans la mesure où le règlement est déjà conçu pour, ouvrez les guillemets, inciter les constructeurs à faire une contribution sous forme de terrain vacant ou de projet clé en main aussi souvent que possible, que vient ajouter l'énoncé inscrit en page 42 de votre plan directeur de favoriser la cession d'immeubles plutôt que la contribution financière comme mode de réalisation des engagements issus du RMM? Le fait de favoriser la cession d'immeubles a-t-il une portée contraignante? Oui. Olivier. Ça n'a pas de portée contraignante. On voulait vraiment souligner le fait que, comme vous le savez, c'est une intention de la Ville. On veut vraiment favoriser la cession d'immeubles dans ce dossier-là. On voulait souligner encore sur un gros trait envers les promoteurs, d'autant plus qu'on est dans un contexte où il y a des grands terrains, donc le potentiel de cession est important. Bon, j'apprécie les gros traits, mais, mais j'aime bien les formules contraignantes aussi. Mon deuxième préambule à ma deuxième question. En page 24 de votre plan directeur de mise en valeur, vous soulignez que la pénurie de logements abordables est de plus en plus criante, en particulier dans les quartiers centraux, et que la construction de logements abordables pérennes interpelle l'ensemble des paliers gouvernementaux ainsi que les promoteurs immobiliers. Vous affirmez de plus que l'introduction de l'habitation dans ce secteur doit contribuer à la création de ce type de logement tout en répondant aux besoins d'une diversité de ménages, y compris des familles avec enfants. La mise en œuvre du règlement pour une métropole mixte de la Ville de Montréal s'avère un lamentable échec, en particulier sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie, qui est, de tous les quartiers centraux, le plus central de tous. Ainsi, au cours de la période 2017-2021, le nombre de logements sociaux engagés sur le territoire de l'arrondissement s'est élevé à 176 logements sociaux sur un total de près de 20 000 unités de logements mises en chantier, soit moins de 1 % du total. J'invite à cet effet la Commission à se référer aux données inscrites dans le tableau que M. Poulain vous a déposé précédemment. Par ailleurs, l'énoncé inscrit en page 42 du plan directeur à l'effet de favoriser la cession d'immeubles plutôt que la contribution financière
comme mode de réalisation des engagements issus du RMM ne contribuera d'aucune façon à corriger le tir, puisqu'il s'agit d'un vœu pieux sans aucune portée contraignante. Je constate pourtant, en page 105 de votre document, dans le tableau présentant les principaux moyens de mise en œuvre de la Ville pour atteindre les objectifs fixés par le plan directeur, sous rubrique « Acquisition, servitude ou entente », que la Ville s'engage à, ouvrez les guillemets, établir un partenariat avec la SIC visant un dépassement des exigences du RMM sur l'ensemble de ces terrains situés dans le sous-secteur du bassin Wellington et ses abords, et que la réalisation de ces engagements, se concrétise sous la forme de cession d'immeubles. Ce moyen de mise en œuvre est, pour sa part, très précis et, à notre avis, contraignant. Il ne concerne cependant que le secteur du bassin Wellington, qui est situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Ma question, pourquoi la Ville de Montréal, dans le cadre des moyens de mise en œuvre énumérés en page 104 du PDVEMV, ne propose-t-elle pas, comme elle le fait pour le secteur du bassin Wellington, d'établir un partenariat avec la SIC visant un dépassement des exigences du RMM sur l'ensemble de ces terrains situés dans le sous-secteur de la Pointe-du-Moulin et que la réalisation de ces engagements se réalise sous la forme de cession d'immeubles? Doit-on conclure de l'absence de mesures contraignantes concernant la Pointe-du-Moulin que la Ville de Montréal s'apprête une fois de plus à faire en sorte qu'aucun logement social ne soit construit dans l'arrondissement de Ville-Marie suite à l'adoption de son plan directeur? Alors, merci. Notre question est claire. Alors, j'invite la Ville à répondre. Olivier, vas-y. Je peux répondre. Avec la Société immobilière du Canada, pour ce qui concerne le bassin Wellington, il a toujours été énoncé d'essayer de dépasser les cibles visées par le RMM. Puis ça, je pense qu'ils l'ont mentionné verbalement, clairement. La même chose également s'il y a un projet qui se développe sur la Cité du Havre, il y avait un objectif de dépasser la RMM si éventuellement ils deviennent propriétaires. Pour la Pointe-du-Moulin, c'était les exigences du RMM, puis je crois que ça provient du concours d'appel de l'époque. C'était les exigences du RMM qui sont applicables. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est indiqué de cette façon-là. Mais on va essayer de travailler le plus possible avec les partenaires fédéraux pour avoir le maximum de logements abordables et sociaux sur site, évidemment, dans le secteur. Il faut se rappeler aussi que l'habitation n'est pas autorisée de plein droit, à part sur l'espace vestige qui est déjà autorisé. Donc, la SIC devra déposer un projet et dans le cadre de ce projet-là, qui va être assujetti à une consultation publique, les cibles vont être clairement établies et vous pourrez les voir à ce moment-là. J'aimerais rajouter là-dessus, dans le plan d'action, la Ville s'est mis des engagements qu'elle contrôlait. Donc, comme l'a dit Olivier, la SIC s'est déjà engagée à dépasser. La favorisation ne sert à rien quand les projets sont de plein droit, mais dans le cadre de la planification, comme le disait très bien Olivier, bien qu'on modifie le plan d'urbanisme, il faut ensuite faire les ajustements réglementaires, puis il y a des ententes qui doivent être signées avec les promoteurs, notamment pour les prérequis, les ententes municipales. Puis dans ce cas-là, on pourra faire valoir les éléments qu'on souhaite qu'ils soient favorisés dans le cadre des développements pour pouvoir les autoriser de façon intégrée. Donc, effectivement, il y a deux niveaux. Il y a un niveau qu'on peut influencer à travers des ententes, puis le niveau du plan d'action, bien là, c'est là qu'on a des engagements fermes. Donc, on voulait vraiment être très transparent au niveau d'attachement des différents éléments du plan directeur. Peut-être juste un petit élément de précision. C'est votre troisième question. Mais c'est sur la même question, là. C'est juste un petit élément de précision, c'est que, à la limite, que vous ne vouliez pas dépasser les objectifs du RMM, c'est une chose, mais vous pourriez au moins nous assurer que ça va fonctionner par cession d'immeubles et non pas par contribution financière, comme c'est la règle de façon systématique. Vous allez pouvoir venir présenter votre opinion dans le cadre des séances sur les opinions. J'avais un point d'interrogation après. Vous pouvez, ouais.
un point d'interrogation à la fin d'un commentaire ou d'une opinion. Alors, prochain intervenant, s'il vous plaît. Prochain intervenant est également en salle, M. François Bourque, et j'inviterai les personnes avec les numéros 7, 8 et 9 à se rapprocher des micros, s'il vous plaît. Bonjour, je suis également administrateur du comité Logement Ville-Marie, puis j'ai 2 questions. Donc, dans votre document, en page 104, vous indiquez que la mise en valeur du secteur Bridge-Bonaventure nécessiterait une priorisation des interventions en matière d'aménagement et de travaux d'infrastructure compte tenu de l'envergure des investissements à consentir. Plusieurs études et travaux majeurs devront être réalisés préalablement à une intensification des activités et à l'introduction de l'habitation. Considérant les enjeux de mobilité et de cohabitation des usages ainsi que la pression immobilière anticipée, le phasage a été déterminé en fonction de l'effet de levier des moyens de mise en œuvre proposés afin d'offrir le plus rapidement possible les conditions gagnantes de sa mise en valeur. On saute dans le document. Et puis, pour simplifier la lecture, les moyens de mise en œuvre sont répartis en 6 grandes catégories décrites sous forme de tableau. Et puis, ma question est la suivante. En termes d'échéancier, comment envisagez-vous le développement sur une ligne de temps de chacun des sous-secteurs dans lesquels la construction de logements est envisagée, à savoir les sous-secteurs du bassin Wellington, de la Pointe-du-Moulin et de la Cité du Havre? Alors, est-ce qu'il y a un échéancier de développement? Bien, c'est sûr qu'en préambule, la première étape, c'est justement de consulter sur le plan préliminaire puis d'arriver à un plan directeur final. Donc, on ne présume pas actuellement de la mise en œuvre, etc., des différents secteurs. Mais c'est sûr que, dépendamment, suite à l'adoption du plan directeur final avec nos partenaires, on est déjà en discussion pour développer des échéanciers en partenariat. Il faudra qu'on ait un partenariat pour développer ces échéanciers-là. Puis je vais laisser mes collègues compléter, mais vraiment, la première étape, c'est de tenir la consultation sur le plan préliminaire. On ne veut pas présumer des suites du plan directeur. Il pourrait aussi évoluer vers un plan directeur final qui pourrait avoir des impacts sur l'échéancier de réalisation du projet. Peut-être en complément, une des clés de réussite pour la requalification du secteur, c'est tout ce qui a trait à la mobilité. Donc, c'est un des enjeux majeurs là, qui freine son développement, c'est les conditions de déplacement qui sont difficiles, le morcellement du territoire. Et on va voir dans les prochains mois, suite à la consultation publique, comment est-ce qu'on va prioriser ces interventions en matière de mobilité. Ça va passer par des interventions assez structurantes sur le réseau routier, rue Bridge, rue des Irlandais, la rue Mill. Ça va passer par ces interventions pour être capable de soutenir la transformation du secteur. Comme on le mentionnait précédemment, il y a la cession des rues qui est en discussion, qui est un élément important au développement. Il y a aussi certains investissements, notamment sur la rue Bridge, qui sont déjà programmés au plan d'investissement, le plan d'investissement de la ville. Donc, le plan décennal d'immobilisation de la ville, dont la rue Bridge. Donc, les éléments clés au développement sont déjà en cours, disons, en préparation, pour être prêt au futur développement du site, puis au développement d'un échéancier qui est critique sur l'ensemble des éléments qui sont à réaliser pour arriver à une bonne cohabitation entre éventuellement des fonctions résidentielles, la mobilité, etc. Merci. Deuxième question. Oui. Dans votre tableau, vous indiquez que l'établissement d'un partenariat avec la SIC, à la page 105, d'un partenariat avec la SIC afin de favoriser la réalisation d'un projet sur la Cité du Havre dont la composante résidentielle est entièrement abordable, y compris des logements abordables pour les ménages à faible revenu, est présentement en cours. La principale partie prenante identifiée dans le tableau en ce qui concerne cette intervention est la SIC. Or, à notre connaissance, le terrain de la Cité du Havre appartient présentement pour moitié à la SCHL et pour moitié à Ivanhoé Cambridge, le bras immobilier de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc, la question est, pouvez-vous nous préciser à quel titre et dans quel cadre la SIC négocie un partenariat avec la Ville pour un site qui appartient à la SCHL et comment se fait-il qu'Ivanhoé Cambridge ne soit pas identifié comme partie prenante en ce qui a trait à cette intervention? Merci pour votre question. Je vais peut-être commencer un élément de réponse, puis Olivier complétera. Effectivement, sur le registre foncier, c'est le terrain, l'espace vestige qu'on appelle, est détenu 50-50 par la SCHL et une société à numéro, en fait, c'est Ivanhoé Cambridge.
Dans les discussions que l'on a avec ces deux partenaires et la SIC, et c'est là où la SIC rentre en ligne de compte, il est convenu qu'il y ait un transfert de ces terrains vers la SIC. Donc la SCHL, qui est une entité fédérale, est en discussion avec la SIC pour que ce transfert se fasse. Donc nous, c'est à ce titre qu'on discute avec la SIC comme futur propriétaire de ce terrain. Donc c'est à ce titre qu'on discute avec eux. Actuellement, le transfert n'est pas fait, mais dans les prochains jalons, donc ça va être confirmé. Dommage que la SIC n'est pas là aujourd'hui là, pour apporter ces éléments de réponse, mais on pourrait peut-être vous faire une confirmation par écrite conjointement avec la SIC, si requis. Olivier, c'est bon? Je n'ai pas plus d'informations. Donc, les terrains de la SCHL et du Vanoé Cambridge vont être transférés à la SIC. Exact. Actuelle. Et la SIC est notre principal interlocuteur pour discuter du développement du site. Donc, c'est quand même tous des institutions, pas évidemment Cambridge, mais la SCHL puis la SIC, on s'entend, c'est le gouvernement fédéral. Donc, c'est la SIC notre principal répondant. Et le transfert est prévu. Je comprends. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, prochain intervenant. J'inviterai M. Samuel Vanzin à s'approcher du micro, s'il vous plaît. Oui, Monsieur bonjour. Vanzin, bonsoir. Salut, bonsoir. Oui, donc, première question, très courte, assez simple. À plusieurs reprises, dans vos documents, vous mentionnez que la Ville de Montréal ne détient pas la maîtrise foncière des terrains du secteur et est donc limitée dans ses interventions. Question. Le pouvoir de réglementer le zonage de terrains à vocation industrielle sur lequel les propriétaires envisagent d'introduire de l'habitation ne confère-t-elle pas néanmoins un puissant levier de négociation à la Ville de Montréal vis-à-vis les propriétaires de terrains du secteur? Je sors une parenthèse un peu pour... On parle du RMM, mais il y a aussi, me semble, une autre possibilité de négociation en général. Je vais peut-être amorcer un élément de réponse. D'entrée de jeu, la Ville a utilise déjà un levier immobilier en vertu du droit de préemption. Donc, il y a certains terrains qui sont déjà visés par un droit de préemption pour des fins publiques, des fins municipales. Pour les autres aspects, ce que vous mentionniez, le levier réglementaire, et alors effectivement, ça va passer par des négociations avec les propriétaires, les promoteurs, les ajustements, parce qu'il va y avoir une modification en plan d'urbanisme, ensuite une concordance réglementaire des arrondissements, puis ça va être accompagné avec des ententes de développement en bon et due forme, pour être capable justement d'avoir un meilleur encadrement puis un meilleur levier de négociation. OK, parfait. Bien, j'avoue que je suis content d'entendre ça, parce que des fois, on entend parler « Ah, le RMM existe. » Puis on est comme « Ben oui, mais il y a autre chose aussi. » Il y a autre chose, effectivement. Je peux peut-être juste compléter que c'est aussi la référence à ça, c'est qu'on n'est pas propriétaire d'une bonne partie du réseau viaire. Donc, il faut travailler avec nos partenaires pour les réaménagements de rue, ce qui n'est pas le cas dans d'autres sections de la ville. Parfait. Deuxième question. Deuxième question. En page 101 de votre document, vous mentionnez qu'à l'exception de la Cité du Havre, où la construction de logements est permise depuis plusieurs années, l'habitation n'est pas souhaitée dans les sous-secteurs du triangle de la Pointe-Saint-Charles-Nord, du bassin Wellington et ses abords, et de la Pointe du Moulin, tant que les conditions gagnantes à son introduction ne seront pas réunies. En effet, les enjeux de mobilité découlant notamment de l'enclavement du secteur, l'absence de services de proximité et la présence de sources de nuisances et de risques de sécurité civile ne permettent pas actuellement la création de milieux de vie mixtes, sains et intégrés aux quartiers avoisinants. Et là, ça continue encore. Afin de remédier à la situation et d'atteindre cet objectif, le plan directeur énonce plusieurs conditions à remplir. Ces conditions impliquent toutefois la poursuite d'analyses visant à confirmer la faisabilité technique et financière de certaines interventions, ainsi que l'établissement d'ententes avec les parties prenantes concernées. Donc, dans la suite de cette même page-là, en page 101, on identifie parmi les prérequis à l'introduction de l'habitation la réalisation d'une étude menée par la Ville ou approuvée par elle qui viendrait assurer ces conditions gagnantes au développement d'habitation dans ce secteur-là. C'est cité comme étant confirmation de la viabilité de l'habitation
face au risque de sécurité civile provenant d'une voie ferrée, d'une cour de triage et d'une minoterie pour assurer la santé et la sécurité des futurs résidents. Or, on ne retrouve aucune mention dans le tableau énumérant les différents moyens mis en œuvre du plan directeur présenté en pages 105, 106 et 107, dans la section réservée aux études requises, de ces analyses-là qui visent à confirmer la faisabilité technique et financière de certaines interventions permettant l'introduction de l'habitation dans les sous-secteurs du triangle de la pointe Saint-Charles-Nord, du bassin Wellington et de la pointe du Moulin. Donc, ma question, comment expliquez-vous cela? La réalisation de ces analyses est-elle engagée dans l'affirmative? La réalisation de ces analyses est-elle engagée? Et dans l'affirmative, pourquoi ne les retrouve-t-on pas mentionnés dans le tableau des moyens de mise en œuvre présenté en pages 105, 106 et 107? Donc, on fait référence à ça, mais on ne le retrouve pas dans la suite. Excellent. Olivier? Je ne suis pas sûr de comprendre tout à fait, mais pour permettre l'habitation dans ce secteur-là, notamment, il y a des études qui doivent être faites sur la compatibilité d'usage face à la cour de triage. Donc, il faut faire des études là-dessus comme moyen de mise en œuvre, soit que c'est la ville qui va le faire ou soit que c'est le promoteur qui va le faire. Puis quand nous, on va l'évaluer. Il y a les études de faisabilité technique et financière qui doivent être faites pour certains franchissements. Il y a aussi notamment le réaménagement de la rue Bridge des Irlandais et l'acquisition des terrains. Mais ça fait partie des moyens de mise en œuvre. On travaille déjà à débuter certaines études en lien avec ça. Donc, il me semble qu'ils sont dans les plans. C'est ça, je ne sais pas si c'est juste comme nous qui l'a manqué, mais j'en doute, je l'ai relu à attendre. À la page 101, on parle que ce prérequis-là, dedans les prérequis à l'introduction de l'habitation, il y a la réalisation d'une étude menée par la Ville ou approuvée par elle qui confirme la viabilité de l'habitation. Mais quand on va dans les pages 106... je pense comprendre votre question. Ouais. Okay. L'étude à la page 101, confirmation de la viabilité de l'habitation, c'est des études qui doivent être menées dans le cadre du développement d'un site privé. C'est-à-dire que le développeur va devoir faire une proposition de développement et faire une analyse de risque par rapport au générateur de risque quand il va développer son site. Ce n'est pas une étude qui est portée par la Ville. La Ville doit l'approuver parce que c'est la sécurité civile. Donc, ce n'est pas une étude qui est sous la compétence ou ce n'est pas la Ville qui va l'initier. Donc, on ne l'a pas mis dans la liste de nos études que nous initierons dans le tableau de la page 105. Ça reste que les promoteurs, les promoteurs, qu'ils soient publics ou privés, qui vont développer, devront démontrer que leur bâtiment ne vient pas générer des impacts au niveau des risques, etc. Donc, je ne suis pas un spécialiste, mais l'implantation d'un bâtiment peut modifier la diffusion des risques d'un générateur de nuisance. Donc, cette étude-là, par exemple, un promoteur devra démontrer que son bâtiment, proche d'une minoterie, n'implique pas une aggravation des risques. Et l'étude doit être approuvée par la Ville, mais ne sera pas menée directement nécessairement par la Ville. Donc, elle ne fait pas partie de la liste des études qu'on s'engage à faire dans le plan d'action à la page 105. OK. Si c'était ça la question. Oui, bien c'est ça, c'est que on le voit dans la page 101, mais là, quand on parle des moyens, malgré que même qu'il y a une section encadrement du domaine privé, on parle de terrain privé, bien, pourquoi pas le mettre là? Parce que les balises d'encadrement du domaine privé, c'est la Ville qui va les dicter, alors que l'étude de risque sur un terrain privé. Mais s'il y a une clarification éventuellement dans le document final, on prend la question aujourd'hui, peut-être sous forme un peu d'un commentaire, mais c'est pour ça que cette étude-là ne s'est pas retrouvée dans nos études, dans les études portées et sous la responsabilité de la Ville, parce que l'évaluation des risques d'implantation d'un projet relève du promoteur, que ce soit privé ou public, mais approuvé par la Ville parce que c'est le Centre de sécurité civile de la Ville qui va approuver l'étude, s'assurer qu'elle est bien faite, que les risques sont bien gérés, puis qu'il n'y a pas un risque indu pour l'usage qui est prévu. Mais le tableau à la page 101, c'est des prérequis à l'introduction à l'habitation. Donc, c'est des actions, vous énumérez là des actions qui vont être faites, doivent être réalisées avant l'implantation de l'habitation. Mais nonobstant le porteur, alors que les études à la 105, c'est les études que la Ville s'engage à réaliser. Okay. C'est comme une question technique de disposition du document, mais on prend note aussi de la peut-être confusion relevée. Okay. Oui. Donc, votre
question, elle est bien notée. Super, merci. Merci. Alors, prochain intervenant. J'inviterai Mme Triolet à s'approcher du micro. OK. Bonjour. Donc, le plan directeur contient une vision avec de nombreuses valises et conditions pour encadrer le développement du secteur Bridge-Bonaventure, mais le plan demeure très flou sur comment ces balises et conditions vont se transcrire dans des outils réglementaires. Par exemple, pour l'introduction de l'habitation, il est indiqué l'intention de travailler par plan d'ensemble selon des sous-secteurs, mais sans mentionner les outils réglementaires qui vont être utilisés. Et on dit que ces outils vont être discutés par la suite avec les arrondissements. Le plan directeur n'a pas de valeur légale en lui-même. Et on sait que le développement urbain va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'années à se réaliser avec des professionnels et des élus qui vont certainement changer au fur des années. Donc, on a besoin que vous nous expliquiez mieux quelles sont les stratégies pour assurer que la vision et les intentions vont être respectées. Et excusez-moi, je suis malade aujourd'hui, puis j'ai la trompette, alors je vais m'asseoir. Ça vous va? On a besoin donc que vous nous disiez qu'est-ce qui va être encadré fermement par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme avec des règlements normatifs et qu'est-ce qui va être traité par des outils avec éventuellement des interprétations, des négociations, des exceptions qui vont être possibles. Par exemple, on se demande, est-ce qu'il y aurait moyen d'intégrer davantage d'éléments directement dans le plan d'urbanisme? Pour le moment, les modifications qui sont proposées, elles touchent la densité, elles touchent les hauteurs. Mais pourquoi ne pas avoir fait le choix d'inclure des balises directement dans le plan d'urbanisme? Pourquoi ne pas, par exemple, y ajouter des secteurs de planification détaillés? Ça se fait dans le plan d'urbanisme, par exemple, la partie 1 avec le chapitre 4. Il y a plusieurs secteurs de planification détaillés, donc vous auriez pu faire ce choix-là. On aimerait comprendre pourquoi. L'autre question, c'est... Ah ouais, OK. Ben... Ah, d'accord. Allez-y. C'est bon. Je vais laisser mon collègue répondre pourquoi on a choisi un plan directeur versus un PPU, notamment. Là, je pense que c'est ça que vous faites référence. Mais l'objectif, c'est que effectivement, c'est un guide. Il y a encore des incertitudes importantes là, par rapport au développement, notamment. C'est pour ça qu'on a énuméré des prérequis. On n'est pas prêt d'introduire de l'habitation dans ce contexte-là. Comme vous le savez, il y a des éléments qui doivent être validés pour s'assurer que les gens vivent dans un environnement sécuritaire, sain à cet endroit-là. L'approche qu'on a proposée pour éviter la multiplication de projets particuliers, comme on a pu voir dans d'autres secteurs, c'est d'avoir une approche par comme j'appelle ça, des plans d'ensemble. C'est inspiré du règlement sur des plans d'ensemble. C'est qu'on a ciblé des grands terrains qui vont nécessiter la construction de rues, de l'aménagement de parcs. Et pour éviter d'autoriser ça à la pièce, les promoteurs devront déposer à l'arrondissement un plan qui compte totalement cette zone visée-là. Et avec l'arrondissement, dans le fond, s'il y a plusieurs propriétaires ou pas, il y a plusieurs options qui peuvent être choisies. Ce qui pourrait être fait, par exemple, s'il y a plus qu'un propriétaire, c'est une modification de zonage pour introduire le nouveau plan et avoir également des critères PIA qui sont ensachés dans la réglementation. Et dans le contexte de l'élaboration de ce règlement spécifique-là, bien, il y a des négociations qui peuvent être faites sur l'inclusion de logement social sur le site. Et également, il va y avoir une consultation publique sur ce territoire-là. Mais on va être dans des grands ensembles. On ne sera pas dans des petits projets, ça va être des grands ensembles. Ça, c'est pour l'accueil de projets plus résidentiels. Suite à l'adoption du plan directeur, il va y avoir une mise à jour des réglementations des arrondissements qui vont devoir être faites pour assurer une cohérence. Notamment, certains usages ne pourront plus être autorisés. Les usages plutôt, par exemple, très lourds qui apportent des nuisances dans les secteurs d'activité et diversité ne seront plus autorisés. Il y a aussi il y a une volonté dans le plan directeur d'avoir des services de commerce des proximités. Donc, il y a des modifications comme ça qui pourront être apportées dans la réglementation des arrondissements. Il y a aussi des ajustements au règlement sur les PIA qui vont pouvoir être faits suite à l'adoption du plan directeur afin d'être cohérent avec le document. Ça va être une approche plus flexible qui va être faite, qui va être entreprise avec l'arrondissement
et pour mettre en œuvre, dans le fond, la vision d'avenir qui est proposée dans le plan directeur. Je ne sais pas. Mais peut-être je veux juste faire un pas en arrière. Le plan de directeur va initier des modifications au plan d'urbanisme en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Au niveau réglementaire, il n'y a pas de modification réglementaire qui va être prévue à court terme. L'idée, c'est de conserver l'ensemble de nos leviers réglementaires, j'utilise le terme de la personne précédente, pour s'assurer de pouvoir favoriser les éléments qu'on souhaite voir intégrés sur le site. S'assurer que les prérequis soient présents, s'assurer qu'on a des ententes de principe sur le développement des infrastructures municipales, s'assurer qu'on a la mixité qu'on souhaite sur le site, etc. Donc, je vous rappelle, le plan directeur ne permettra pas le développement de projets de plein droit, va nous conserver nos leviers réglementaires, c'est l'objectif, puis on va avoir une approche par site, dépendant de la Pointe-du-Moulin, la Cité du Havre et le bassin Wellington, pour s'assurer d'avoir un projet qui répond à la vision qu'on expose dans le plan directeur. On conserve l'ensemble de nos leviers, je veux le mentionner, c'est bien important. Deuxièmement, la Ville élabore actuellement son plan d'urbanisme et de mobilité. On souhaite déposer la version préliminaire d'ici la fin de l'année. Et évidemment, on ne souhaite pas modifier le PPU, le plan d'urbanisme, excusez-moi, de 2004. On souhaite vraiment, la Ville travaille ardemment pour arriver à un nouveau PUM qui va mettre à jour la vision de la Ville sur l'ensemble des secteurs stratégiques, qui pourrait inclure aussi des balises pour certains secteurs. Quoi qu'il en soit, on n'a pas envisagé modifier le plan 2004. On est vraiment, la Ville regarde par en avant vers le PUM. Et, je le rappelle, on conserve l'ensemble de nos leviers réglementaires à travers la démarche pour aller favoriser et s'assurer que les conditions gagnantes soient au rendez-vous avant l'octroi des permis de plein droit. Oui, peut-être que ce que nous, on aurait souhaité ou voir, c'est que... Une question, les opinions vont venir... D'accord, j'entends. Alors, je vais le poser en question. Le PPC-MOI ou le PIA, etc., donc on est à l'échelle de l'arrondissement. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait été plus fort s'il y avait eu des propositions d'intégrer directement les modifications ou des balises ou des intentions auxquelles on devrait répondre quand on arrive à l'échelle des outils réglementaires d'arrondissement? Puis ce qui vient avec ça, c'est de se demander pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait le choix d'utiliser le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. C'est un outil qui est prévu dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et c'est un outil, à notre compréhension, qui existe justement pour obliger différents propriétaires à s'entendre sur une proposition concertée, puis qui a l'avantage de rendre très explicite et très transparent la façon dont les balises sont appliquées. Merci. Bien, je vais répondre à votre deuxième question. Peut-être que peut-être au niveau du plan d'ensemble. Ce qu'on pourrait dire, c'est que le principe du règlement sur le PAE est dans le plan directeur. C'est-à-dire, comme l'explique Olivier, c'est qu'on veut accueillir des projets non pas à la pièce, mais par grand ensemble. C'est-à-dire que le principe que plusieurs propriétaires contigus se concertent pour déposer une proposition. Le choix a été fait de ne pas aller vers un règlement sur les PAE de façon directe. Ce qu'on souhaitait faire à cette étape, c'est mettre sur la table un plan directeur qui est le fruit de beaucoup de discussions, de concertations, une approche équilibrée. Il est évident qu'on n'a pas toutes les réponses réglementaires à ce stade. On va se laisser encore du temps pour les regarder finement avec chacun des arrondissements. Puis là, je peux juste vous rassurer, le travail d'accueil des projets va se faire de concert avec les arrondissements. Donc, on va s'assurer d'une cohérence. Puis je terminerai juste là-dessus, puisque vous avez mentionné l'approche par planification détaillée, comme on le retrouve dans le PU, plan d'urbanisme. On ne souhaitait pas avoir une approche réglementaire spécifique par sous-secteur, parce qu'on souhaitait conserver une cohérence d'ensemble. Pour l'ensemble des... C'est pour ça que dans le plan directeur, vous voyez, on aborde les abords du bassin Wellington avec la pointe nord, la pointe Saint-Charles,
pour nous, tout ça est un ensemble. Donc, pour éviter avoir une approche morcelée en termes de planification. Et je veux effleurer la deuxième question, c'est qu'on a travaillé conjointement avec les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest qui sont présents ici ce soir pour s'assurer que la proposition d'approche réglementaire convienne aussi aux enjeux qui sont connus par les différents arrondissements. Et les arrondissements sont les mieux placés pour connaître les enjeux locaux, accueillir les projets des développeurs, que ce soit public ou privé sur leur territoire. Donc, il y a vraiment un travail de collaboration qui est fait avec les deux arrondissements. Puis le modèle qui est proposé actuellement répond aux préoccupations aussi des arrondissements, de leur expérience sur leur territoire. Et on partage les préoccupations que vous avez, puis c'est pour ça qu'on a proposé les outils qui sont là. Le plan d'ensemble a une tendance aussi à cristalliser certains éléments, qu'est-ce qui n'est peut-être pas souhaitable aussi, parce qu'on souhaite avoir des discussions avec les promoteurs. Puis quand on parle des promoteurs, il faut le voir largement, là, les promoteurs publics, privés, les GRT, pour avoir une latitude dans les projets, pour s'assurer de se donner les meilleures chances d'atteindre les objectifs qu'on s'est visés dans le plan directeur. Donc, ça nous laisse cette latitude-là, mais en conservant nos leviers réglementaires. Puis ça, c'était bien important, puis surtout en s'assurant qu'avec les arrondissements visés, il y a un confort pour la suite des choses. Merci. Merci, madame. Donc, on va passer au prochain intervenant. Le prochain intervenant est M. Simon Fanquet, s'il vous plaît. On prend quand même quelques précautions, vous nous excuserez. Monsieur Panquet. D'accord. Vous m'entendez? Oui. D'accord. OK. OK, d'accord. Bonsoir. Je vois que vous proposez dans votre plan un site qui serait mutualisé pour les besoins collectifs, donc scolaires, sportifs, culturels, communautaires. Donc, vous proposez également que les services de proximité et une éventuelle école primaire soient facilement accessibles à pied et à vélo. Donc, j'aimerais mieux comprendre votre attention par rapport aux équipements collectifs, donc que ce soit les sites dédiés ou l'identification des besoins collectifs en eux-mêmes. Donc, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sous-zone dédiée, définie, réservée pour les équipements institutionnels ou collectifs comme les écoles? En fait, pourquoi est-ce que vous n'envisagez pas de planifier le milieu de vie du bassin Wellington sans proposer en amont un site spécifique? Je suis pas certain de comprendre pourquoi, surtout dans un contexte où il y a beaucoup de propriétaires. Donc, c'est peut-être... Donc, pouvez-vous en fait nous indiquer si en ce moment, il y a déjà des sites ou un site qui serait envisagé pour ces équipements-là? Puis, sinon, à quel moment ça serait décidé dans le processus? Puis, comment est-ce qu'on peut s'assurer en fait que les sites là, seraient réservés avant les sessions de terrain pour le développement immobilier, donc résidentiel ou autre? Merci. Je vais commencer une réponse. En fait, si vous vous référez au plan directeur, il y a une image sur le plan d'ensemble, mais ce qu'on ne voit pas dans le document, c'est les terrains qui sont préemptés. Je l'ai mentionné tantôt, la Ville a usé de ce droit que la loi lui fournit. Clairement, certains terrains sont visés par la préemption à des fins municipales. Quand on dit fins municipales, équipements collectifs, etc. Ça, c'est une chose. Autre chose, on ne souhaitait pas, dans le plan directeur, venir viser un terrain en particulier dans une propriété privée en disant c'est un équipement collectif. On souhaitait avoir une latitude pour avoir justement une discussion avec les propriétaires, les promoteurs, lorsqu'ils vont déposer leur projet immobilier. Donc on a deux leviers, le levier de la préemption, un levier immobilier qui est connu, reconnu, puis un levier de négociation que l'on souhaite avoir avec les promoteurs, soit dans le cadre d'entente, d'accords de développement subséquents. Il y a plusieurs terrains préemptés? Oui, c'est une information publique qui est accessible, qui est publique. On pourrait vous transmettre l'information avec l'ensemble des terrains qui sont assujettis au droit de préemption. Okay. Oui, ça c'est intéressant que la Commission ait la liste des terrains préemptés. OK.
Peut-être en complément de réponse, Monsieur le Président, pour les équipements collectifs, évidemment, on souhaite des équipements qui sont complémentaires aux quartiers qui sont adjacents. L'idée, c'est de faire profiter aux résidents actuels des équipements collectifs qui viendront dans le secteur Bridge-Bonaventure et vice-versa, que les nouveaux résidents puissent profiter des équipements qui sont déjà existants dans les quartiers adjacents. Donc, c'est pour ça qu'on travaille également sur à améliorer les liens entre le secteur Bridge-Bonaventure et les quartiers voisins. Donc, puis évidemment, ça va aller pour les équipements collectifs pour permettre justement d'y accéder facilement à pied pour tous les citoyens. Merci. Une deuxième question? Oui, super. Oui. Donc, ma question complémentaire à ça, donc par rapport aux besoins, un peu plus concrètement, là, je me demandais, en fait, est-ce que ce serait possible de savoir en est où votre réflexion sur les besoins collectifs? Donc, quels besoins collectifs sont présentement envisagés? Donc, outre une école primaire et des commerces, qu'on sent là, bien qu'il y a une intention. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer que vous incluez dans la réflexion le besoin d'une école secondaire, qu'il n'y a pas dans aucun des quartiers à proximité, une maison de la culture, également des besoins de services de santé de proximité qui pourraient être dans le bassin Wellington? Puis donc, de manière générale, quels sont selon vous les équipements collectifs qui devraient être ajoutés dans le secteur? Est-ce que vous avez déjà des études préliminaires que vous avez faites en ce sens-là qu'on pourrait avoir là, comme document complémentaire? Merci. Dans le plan d'action, il y a une étude qui devrait être faite pour déterminer les besoins, elle figure déjà là. Et pour ce qui concerne les besoins scolaires, on est à l'écoute beaucoup des demandes du Centre de services scolaires de Montréal. Là, à cet effet-là, on essaie de se coordonner le mieux possible là, par rapport à ça. Donc, c'est un peu la façon qu'on va procéder là-dessus. Là. Oui, dans le fond, c'est le centre de services qui va déterminer les besoins. Il y a des révisions qui sont faites annuellement. On sait que les besoins évoluent. Donc, est-ce que ce sera une école primaire, secondaire? Nous, on entreprend les discussions avec les centres de services et par la loi, la Ville doit trouver les terrains pour répondre aux besoins. Donc, d'où l'appréhension est très intéressante parce qu'on se garde des leviers sur les terrains un peu partout sur le territoire. Donc, ces discussions-là vont se poursuivre. Il est très tôt, mais on est déjà en discussion avec le centre de services dans Griffintown. Les besoins sont identifiés. Ça va dépendre aussi s'il y a des nouvelles écoles, justement, dans les secteurs adjacents qui vont influencer leur plan triennal qui mettent à jour annuellement. Donc, on est vraiment en discussion, puis ça va dépendre au moment où le besoin, le développement se fait. On va évaluer les besoins avec le centre de services, puis évidemment, le rôle de la Ville, c'est de fournir les espaces. Puis on tente de mutualiser les équipements, c'est-à-dire que s'il y a des équipements sportifs dans les écoles, à travers l'entente réflexe, on mutualise. Donc, voilà. Donc, juste pour être certain que la question que j'ai posée, il n'y a pas d'études préliminaires qui a déjà été faite de votre côté, outre les besoins scolaires qu'on pourrait avoir pour... On ne peut pas répondre pour le centre de service ce soir, mais le centre de service a des études sur les besoins des différents secteurs sur le territoire de la Ville de Montréal. Sinon, la question devrait être concrètement pour des études pour ce secteur-là. Il faudra que la question soit adressée au centre de service. Puis pour les autres besoins, il y a des études prévues dans le plan directeur. Oui, les autres besoins en équipement, là, on parlait d'une maison de la culture, bibliothèque, ça c'est plus le réseau peut-être municipal d'équipement. Oui, il y a une étude qui est prévue, puis là, on tient compte des équipements existants, des piscines en Petite-Bourgogne, etc. On va voir tout l'existant, puis on va voir les besoins qui sont peut-être nécessaires pour ce secteur-là. Mais comme le disaient mes collègues, c'est regarder beaucoup plus globalement pour répondre aux besoins du secteur, mais répondre peut-être à des manques dans les secteurs adjacents, etc. Parfait, merci. Parfait. Merci à vous. Prochain intervenant. Anaïs Legary-Moras, s'il vous plaît. Et j'inviterai les personnes avec les numéros 11, 12 et 13 à se rapprocher des micros. Merci. Bonjour. Je représente les Amis de la montagne qui sont situés sur le Mont-Royal. Donc, j'ai deux questions. Premièrement, sur les vues protégées. Il y a quelques mentions de vues d'intérêt, vues à protéger dans le document. Notamment, on mentionne maintenir des vues panoramiques dynamiques d'intérêt sur le Mont-Royal. Qu'est-ce que ça veut dire, des vues panoramiques dynamiques d'intérêt, et comment ça va être protégé? On n'a pas... Je réponds, OK, c'est correct.
Les vues panoramiques dynamiques, c'est très difficile à identifier parce que par exemple, vous êtes en voiture, en vélo ou à pied, donc c'est une vue qui identifie, mais il y a des corridors qui peuvent être identifiés d'intérêt. On a fait un peu l'exercice au bassin Wellington, notamment sur la Cité du Havre, pour identifier des vues d'intérêt qui sont identifiées. D'ailleurs, le plan d'urbanisme a déjà identifié également une série de vues à préserver dans le plan d'urbanisme qu'on a aussi repris dans le document par rapport à ça. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Parce que c'est sûr que... Le terme dynamique, là, je pense. Le terme dynamique, c'est que c'est une question... On va essayer de préserver... Le panorama, il évolue le temps qu'on parcourt. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une évolution des vues, mais on veut garder des percées visuelles sur notamment le Mont-Royal, dans notamment le parcours. OK, merci. Deuxième question, les espaces verts. On mentionne qu'il y a un potentiel de 37 hectares d'espaces verts, des parcs. Il y a plusieurs mentions de la trame verte et bleue. Il y a différentes façons de concevoir des espaces verts. Ça peut être la pelouse, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus intéressant en termes de biodiversité. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez puis de comment ça va s'arrimer, par exemple, aux objectifs que la Ville s'est fixés dans le plan nature ou lors de la COP 15, etc.? Dans le plan directeur qui introduit certaines notions, notamment d'encourager la biodiversité, une approche qui est proposée d'ailleurs en termes de plantation pour assurer la résilience des plantations. On souhaite favoriser aussi un couvert végétal stratifié, en particulier dans des emplacements comme la promenade riveraine, le long des corridors ferroviaires, dans des grands espaces verts publics, afin de favoriser la biodiversité, les corridors qui soient créés dans ces espaces-là. Puis aussi, on souhaite faire une gestion plus écologique des eaux pluviales à travers ces espaces-là aussi. Donc, au lieu d'aller déverser ça directement dans notre réseau unitaire là, de la Ville. Je dirais qu'on vise une diversité aussi de typologie en termes de lieux publics dans le secteur. Donc, certains lieux publics pourront avoir une vocation où les écosystèmes pourront être plus prédominants, tandis que pour d'autres, ça va être peut-être des places publiques, par exemple, plus minérales, qui vont pouvoir avoir des programmations d'activités au sein de ces sites-là. Donc, le mot-clé, c'est la diversité au niveau des typologies. Merci. Merci pour vos questions. Il est 20h13. On a 5 personnes encore d'inscrites au registre. Alors, je vais laisser encore 5-6 minutes pour ceux qui voudraient poser des questions afin de s'inscrire. Après ça, on va fermer le registre. Et on devrait donc pouvoir poursuivre les questions sans pause et terminer cette soirée autour de avant 21h. Donc, si ça vous va comme ça, on passerait au prochain intervenant. Sophie Wilkin, s'il vous plaît. Madame Wilkin. Bonjour. Donc, la question s'adresse à un site en particulier. Le site, il s'insère entre l'autoroute 15, le boulevard Gaétan-Laberge, le dépôt à neige et le fleuve Saint-Laurent. Donc, la question est, dans la vision du plan directeur, est-ce qu'il y a des réflexions qui ont été faites pour animer, programmer cet espace vert, ce parc riverain, afin qu'il devienne une destination identitaire, rassembleuse, qui s'arrime en continuité avec les installations sportives et collectives qu'on retrouve au sud de l'autoroute 15. Donc, comment ce site-là pourrait devenir une destination? Est-ce qu'il y a des réflexions qui ont été faites au niveau de la Ville? Il s'agit du parc d'entreprise de la Pointe-Saint-Charles. Oui, exactement. Est-ce qu'on a une carte? Est-ce qu'on peut afficher une carte? Elle est là, si vous voulez la mettre. Oui, un support visuel, ce serait excellent. Oui, ça s'en vient. Télésino. Parler j'essaie de trouver ma souris. Le de petit cet bout espace à l'ouest, exact. Ouais. Ça, c'est un projet de la Société des ponts Jacques-Cartier-Champlain. Donc, on travaille avec eux. On est tout à fait favorable à la création de cet espace vert-là.
afin d'améliorer les connexions d'ailleurs avec notamment Pointe-Saint-Charles, mais également Verdun. Il y a l'idée de créer des liens pour essayer d'améliorer ça. Puis ça va être connecté également à la promenade riveraine qui est faite dans ce secteur-là. En termes de programmation, actuellement, ce n'est pas encore défini. Puis le plan d'urbanisme qui propose, c'est d'avoir une approche participative. Puis dans ce cas-ci, c'est un projet de la Société des ponts, donc on va les accompagner là-dedans s'ils sont intéressés à faire ça. Mais nous, on souhaite interpeller les citoyens dans la définition des activités qui sont là. Si vous allez dans la section à la fin du plan directeur, on a mis quelques idées qui pourraient être prises en compte. Donc, prévoir des sections plus naturelles, l'accès à l'eau, notamment, et des éléments que l'on suggère. Mais toute la définition, ce qui est souhaité, c'est quand le projet va avancer, de s'asseoir avec la population puis de définir les vocations avec elle. Mais pour ce projet-là, je ne veux pas parler au nom de la Société des ponts Jacques-Cartier Champlain, mais on va les accompagner derrière cette démarche s'ils le souhaitent. Merci à vous. Alors, prochain intervenant. Margot Silvestro, s'il vous plaît. Et bonsoir. Je suis organisatrice communautaire pour la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, puis je réside aussi dans le secteur, donc je suis extrêmement préoccupé par la transformation du secteur Bridge-Bonaventure. J'ai deux questions, j'en ai une sur le transport et l'autre sur l'emploi, en fait. Vous avez annoncé récemment vouloir des déplacements 100% carboneutres à Montréal, d'ici 2040 à peu près. Le plan directeur du secteur indique, quant à lui, à souscrire à l'objectif de réduire la place de l'auto solo de 25% d'ici 2030, donc ça c'est demain matin, et d'être carboneutre d'ici 2050, notamment en établissant une zone de priorité piétonne là, autour du bassin Wellington, puis même on entend une zone carboneutre avec des livraisons en vélo cargo électrique, ce genre de choses-là. J'aimerais quand même mieux comprendre comment vous comptez atteindre ces objectifs parce qu'il y a des gros enjeux de circulation de transit dans ce coin-là avec la rue Bridge, l'accès au pont Victoria, l'autoroute Bonaventure. Donc, on s'entend pour dire aussi depuis longtemps qu'il faut un lien direct entre le pont Victoria et l'axe Bonaventure. Et là, l'autoroute va être réaménagée. Mais je comprends en fait que le lien que vous proposez par la rue des Irlandais, c'est un incitatif et qu'il n'y ait pas une connexion directe non plus avec l'autoroute. Donc, ça ne va pas empêcher la circulation de transit sur les rues Bridge, Mill, Wellington, et même ça déborde jusqu'à la rue Centre souvent. Là. Il est pourtant écrit dans le plan directeur que la congestion routière créée par la circulation de transit, c'est un frein majeur au développement du secteur. Donc, j'ai comme besoin de plus de détails, en fait. J'ai besoin de savoir c'est quoi les études et les analyses qui ont mené à la décision de ne pas faire une connexion directe entre le pont Victoria et le réaménagement de la nouvelle autoroute Bonaventure? Puis aussi, quel genre d'incitatif vous allez mettre en place pour qu'on utilise la déviation par des Irlandais? Dans la même veine, pour la rue Bridge, on prévoit un réaménagement, rééquilibrer le partage de l'espace. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce que la rue Bridge, je ne sais pas si vous l'avez déjà pris en vélo, là, c'est quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que vous pouvez certifier qu'il y aura seulement une voie de chaque direction et un réel espace partagé, protégé, tel qu'il est écrit dans le plan directeur? Quels sont les incitatifs ou les aménagements concrets? Puis, dernier enjeu là-dessus, on parle du stationnement, on parle d'une zone sans voiture, mais pourtant, vous prévoyez quand même aller jusqu'à un stationnement pour 2 appartements. Puis, je me demande vraiment pourquoi on n'essaie pas de descendre plus bas que ça. Puis, est-ce que vous pouvez nous dire s'il va y avoir du stationnement sur rue ou pas, ou si ce sera du stationnement, disons, hors rue? Donc, ça, c'est ma question sur le transport. Merci. Alors, et j'en profite pour annoncer que le registre est maintenant clos, donc il n'est plus possible de s'inscrire pour de nouvelles questions. Alors, j'invite la Ville à répondre. Je peux y aller à ce moment-là. En 2020, on a produit une étude de mobilité qui a été partagée d'ailleurs à la table de concertation, là, donc vous avez des représentants, qui proposait différentes interventions pour améliorer la mobilité, en particulier la mobilité active. Un des éléments importants qu'on va faire, c'est qu'on propose de faire, et d'ailleurs, on va rentrer en avant-projet préliminaire là, dans les prochaines semaines pour venir peaufiner davantage cette configuration-là. Ce qui est
énoncé dans l'étude d'AECOM pour l'étude de mobilité, qui est d'ailleurs disponible sur le site Internet de l'Office, c'est qu'on vient faire une connexion effectivement directe avec l'axe Bonaventure en reconfigurant l'intersection des Irlandais vers... Pardon? Ah, excusez-moi. Si vous voulez partager mon écran. Donc, ce qui est proposé, puis là, on va définir de façon plus précise cette reconfiguration-là, à même ce projet-là, c'est de venir revoir l'intersection pour que des gens soient incités à emprunter de façon beaucoup plus directe l'axe ici. Et il y a 2 bretelles d'accès qui permettent d'accéder rapidement à l'axe Bonaventure. Donc, selon l'étude d'ICOM qui avait été produite, ça permettrait de réduire de 40 % la circulation de transit sur la rue Bridge. La rue Bridge, avec cette réduction-là, on va, puis dans l'avant-projet préliminaire, on souhaite introduire des aménagements cyclables, notamment sur cette rue-là, parce qu'effectivement, ce n'est pas très sécuritaire de circuler à cet endroit-là. Donc, ça fait partie de la stratégie qui est en cours pour améliorer ça. Et selon ce qui est indiqué, c'est que ça vient vraiment diminuer la circulation de transit là-dessus. Après ça, il y a plusieurs interventions qui sont proposées dans le plan directeur afin d'améliorer les connexions avec les quartiers environnants. On parle notamment à l'axe centre, l'axe de la rue Wellington, avec des liens cyclables plus sécuritaires, avec des rues plus sécuritaires, plus confortables pour les déplacements actifs, et la création d'un milieu de vie mixte avec des services de proximité permettrait de réduire la pression sur les déplacements actifs, combiné en plus, s'il y a une station du REM qui est souhaitée dans le plan directeur, s'établit dans ce secteur-là. Donc, on pense qu'avec toutes ces combinaisons-là, les besoins en espace véhiculaire va être moins nécessaire pour ce secteur-là. Après ça, nous, on a fait des propositions de réduction des cibles en stationnement. On met sur la mutualisation du stationnement parce qu'il y a une mixité aussi avec l'emploi qui est proposé. Et on a des cibles de réduction à 0,5 qui est proposé. C'est évidemment des cibles, mais c'est inférieur au taux de possession des ménages du secteur de quand même 25 aussi. Donc, ça fait partie c'est en quelque sorte un cocktail de solutions qui est proposé pour améliorer ça. Et là, on rentre dans des propositions plus concrètes et on a proposé de faire une démarche partagée avec la communauté pour leur partager l'état d'avancement de cet avant-projet préliminaire. Donc, vous allez pouvoir voir les résultats de toute cette démarche. Okay. Si je peux me permettre un complément de réponse, comme Olivier, vous le partagez, ce n'est pas une mesure, ce n'est pas 2, 3 mesures, c'est tout un ensemble de mesures. On agit sur plusieurs fronts pour la mobilité dans le secteur. La question de la circulation de transit, elle a été mentionnée lors de la consultation de 2019. Elle a été mentionnée dans les ateliers qu'on a faits. Elle a été mentionnée dans les discussions avec la table de concertation qu'on a eue. Donc, on l'a bien entendu, ce message-là, puis on n'a pas toutes les réponses aux questions précises que vous posiez tantôt. Par contre, les orientations sont claires de réduire la part de l'automobile dans le secteur, puis d'agir à la fois sur la mobilité active et sur le transport collectif. Il y a beaucoup été question de la nouvelle station du REM qui pourrait venir dans le secteur. C'est une des interventions. On veut agir aussi sur le réseau de bus en collaboration avec la STM. Donc, c'est vraiment là, sur plusieurs fronts qu'on attaque cette question-là de la mobilité qui est cruciale pour l'avenir du secteur. Puis, juste pour complément du complément, c'est pour ça qu'un des prérequis à l'habitation, le premier adresse vraiment de réduire la circulation de transit dans le secteur. Donc, c'est pour ça qu'on a des prérequis à l'habitation, parce qu'on est conscient que pour que l'habitation, il y a une cohabitation, il y a un cocktail, je vais reprendre le terme d'Olivier, de mesures qui doivent être entreprises sur le secteur pour s'assurer qu'on passe à un secteur industriel lourd, proche du réseau supérieur. Donc, c'est vraiment une série de mesures concrètes, notamment la transformation d'autoroute Bonaventure en boulevard urbain, qui est une chose qui est confirmée. Donc, c'est vers des gestes de
de ce niveau-là qu'on doit aller dans ce secteur-là pour y arriver. Mais c'est un prérequis à l'habitation, c'est pour ça qu'on le mentionne à la page 101 du document. Okay. Votre deuxième question? Oui, j'aurais plein de sous-questions, mais je vais aller dans un autre domaine. On salue en fait le fait que vous voulez conserver le secteur comme un secteur d'emploi prédominant. Vous venez de le dire, il y a de l'industrie lourde sur la pointe du Moulin et tout ça. Il y a vraiment de l'industrie lourde qui peuvent avoir des enjeux de danger, de sécurité civile, disons, avec des habitations à proximité. Ma question va porter sur un élément qui est dans le plan, qui est de conserver les loyers commerciaux abordables à long terme. On sait que dans cet espace-là, il y a des projets autour d'un quartier des artisans, de favoriser en fait une multiplicité d'industries et aussi d'aller peut-être vers des industries qui sont plus légères et qui sont moins polluantes, qui ont moins d'enjeux de cohabitation avec éventuellement du logement. On parle beaucoup de recherche et de technologie aussi. Et pour être en lien avec des gens qui sont dans le domaine industriel ou dans le domaine du démarchage pour des entreprises, on sait qu'un des enjeux actuellement, c'est d'avoir pour des petites entreprises en démarrage ou pour des entreprises plus de niveau de type artisan, c'est d'avoir des loyers, des locaux en fait abordables et à long terme. Et là, on est proche du centre-ville, c'est pas une chose évidente. Donc ma question, c'est celle-ci, c'est comment est-ce que c'est quoi votre stratégie ou c'est quoi vos moyens pour pouvoir prévoir une abordabilité à long terme de locaux commerciaux, industriels légers pour de la petite entreprise qui est en démarrage ou qui est en recherche-développement? Merci. Bien, la Ville a annoncé tout récemment le canal de la Chine 4.0. Certains créneaux économiques ont été identifiés. Ouais. Puis les créneaux que vous mentionnez sont des créneaux qui sont mis de l'avant. Donc, ouais. Premièrement, c'est de reconnaître l'importance de cette économie-là dans le secteur. D'ailleurs, la Ville participe au développement de certains acteurs, dont les Forges de Montréal, qui ont un projet d'agrandissement. Donc, pour nous, le maintien de ce créneau-là, ça a été affirmé par le Service de développement économique, les partenaires. Ça fait partie du mix économique qui est recherché. Après ça, les moyens de mise en œuvre ne sont pas encore identifiés, mais il y a déjà eu des programmes comme le PRAM Industrie, des programmes qui ont été mis en place par la Ville pour encourager l'implantation de certaines entreprises. Ça va faire partie des réflexions. Mais la première étape, c'était vraiment de reconnaître ces créneaux-là, des accompagner. Puis d'ailleurs, le Conseil des métiers d'art fait partie de la table de concertation, justement pour qu'il y ait une voix forte qui porte ces enjeux-là, puis voir comment on peut les accompagner. Des fois, c'est à travers les programmes, mais des fois, c'est à travers et en étant facilitant dans certains projets, comme on le fait dans le projet des Forges de Montréal. Donc, c'est différentes mesures. C'est vrai, ils ne sont pas tous établis. Mais l'idée, c'est d'aller vers des mesures. Est-ce que ça passera à travers nos collègues du Service de développement économique, à travers l'accompagnement, à travers le maintien de certains usages dans le secteur? Donc, c'est différentes mesures qu'on veut travailler, puis toujours en partenariat. C'est pour ça que ces gens-là sont autour de la table de concertation qu'a mise en place la Ville de Montréal. J'espère que ça va à mon collègue du Service de développement économique. On me dit que oui, parfait. Je vous remercie. Merci, merci à vous. Prochain intervenant. Marie-Ève Pilon, s'il vous plaît. Madame bonsoir. Pilon, bonsoir. Donc, Marie-Ève Pilon de Tourisme Montréal. Tout d'abord, nous voulons, en plus de souligner les nombreux enjeux de ce secteur, souligner l'importance du secteur pour le tourisme. Étant donné que c'est le lieu de passage naturel entre le Vieux-Port et le canal de la Chine, secteur situé à proximité du fleuve du parc Jean-Drapeau. Nous avons une question en deux volets. Premièrement, quelle place occupe le tourisme dans votre plan directeur de mise en valeur? Et puis, plus précisément, de quelle manière avez-vous l'intention de répondre aux besoins touristiques du secteur dans vos modifications réglementaires, comme par exemple en ce qui concerne l'autorisation d'hôtels? Je peux peut-être enchaîner. Bien, tout d'abord, on mise beaucoup sur l'établissement d'une trame verte et bleue dans le secteur, puis la mise en valeur des berges, les liens avec notamment le canal de la Chine, le Vieux-Port et le parc Jean-Drapeau. Donc, on mise beaucoup sur ce volet-là. On mise également sur la mise en valeur du patrimoine dans ce secteur-là.
il y a beaucoup d'éléments patrimoniaux, il y a beaucoup d'éléments inconnus aussi qu'on souhaite mettre en valeur sur ce territoire-là. Et aussi, on souhaite travailler avec les artisans pour développer le quartier des artisans où il pourra avoir un volet culturel, éducatif et touristique soit enchâssé avec ça, puis profiter de sa position géographique intéressante en lien avec justement le Vieux-Port qui est à côté, le Vieux-Montréal qui a des activités touristiques là-dessus. Donc, c'est beaucoup autour de cette stratégie-là qu'on pousse. Après ça, il peut y avoir on mise beaucoup sur l'implantation d'activités culturelles. Et pour les hôtels, effectivement, il faudrait le regarder de façon plus précise, notamment en termes de cohabitation avec les usages, parce que c'est quand même en même temps en lien avec l'habitation également. Fait qu'il y a quand même des enjeux avec certains secteurs, mais on n'est pas fermé nécessairement à l'idée. Mais actuellement, on est beaucoup dans la création de milieux de vie davantage là, à cet effet-là. Je peux compléter. C'est sûr qu'il faut que l'activité touristique se distingue de celle qui existe dans le Vieux-Montréal, le Vieux-Port. Ça, il faut que le secteur ait sa propre couleur. Par exemple, en apportant peut-être un autre élément de réponse, il y a l'écosystème des artisans qui est un élément important, mais aussi dans le secteur, le parcours de commémoration des Irlandais autour du Black Rock. Donc, c'est ce genre d'intervention, ce genre d'action, d'intention que le plan directeur souhaite mettre de l'avant. D'ailleurs, on travaille de concert avec la communauté irlandaise, Hydro-Québec, pour justement que ce parcours, ce pèlerinage finalement, se fasse de façon efficace, intéressante, puis dans une perspective plus rayonnante internationale. Donc, c'est des petites actions, une addition d'actions, un cocktail finalement de ce type d'actions-là qui vont... Bon cocktail a été ressorti. Bon, je pense que les gens ont soif. Là, je pense. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'addition de plusieurs actions là, combinées qui vont donner une couleur touristique particulière à ce secteur. Et rendre accessible aussi ces éléments-là. Tu sais, on parlait d'Habitat 67, l'espace des vestiges, on parle des forges, on parle du Black Rock. C'est tous des éléments qui sont déjà existants, juste les berges du fleuve Saint-Laurent, le long de l'autoroute Bonaventure, quand ça va être un parc linéaire avec vue sur le fleuve, le long d'un boulevard urbain. Fait que c'est tout au niveau de l'accessibilité de ces petites pierres précieuses-là qu'il faut travailler. Puis c'est des éléments aussi qu'on veut, qu'on travaille actuellement, notamment avec la STM, avoir des circuits d'autobus qui permettent d'y accéder, dédiés à l'accès des îles, etc., via Expo. C'est tous des éléments qu'on veut regarder, de les rendre accessibles, de les remettre en valeur dans une nouvelle dynamique d'un quartier. Donc, après ça, je pense que naturellement, on va pouvoir travailler les différentes institutions avec les organismes de tourisme pour mieux concrétiser les créneaux touristiques et les structures touristiques. Mais je pense que le terreau est très, très fertile. Il faut le rendre surtout accessible et le mettre en valeur. Excellent. Merci beaucoup. Merci à vous. Prochain intervenant, s'il vous plaît. Monsieur Éric Michaud. Monsieur Michaud. Bonsoir. Bonsoir. J'ai deux questions. Oui. La première concerne, en page 106, dans le tableau de présentation du plan d'action, dans la rubrique concertation, vous dites vouloir étudier la possibilité de mettre en place un comité intergouvernemental pour faciliter la mise en œuvre du plan directeur. Or, le processus de consultation et de concertation autour du redéveloppement du secteur Bridge-Bonaventure est démarré depuis déjà plusieurs années. De plus, comme vous le mentionnez en page 24, considérant l'absence de maîtrise foncière de la Ville ainsi que l'ampleur des interventions requises, la contribution des gouvernements et des différents propriétaires fonciers sera nécessaire pour mettre en œuvre le plan directeur. Donc, ma question, dans ces circonstances, comment expliquer que vous n'ayez pas, ouvrez les guillemets, étudié la possibilité de mettre en place un comité intergouvernemental plus tôt? Alors, on est dans la sémantique. Ici, dans la concertation, on est vraiment au niveau de la mise en œuvre. Donc, on veut vraiment engager nos partenaires dans la réalisation concrète du développement. On est déjà en pourparlers avec l'ensemble des partenaires. On n'a pas officiellement nommé un comité, mais on a déjà une table de concertation.
Puis on a des canaux qui sont ouverts, on l'a mentionné plusieurs fois, avec la SIC, notamment par la bande avec la SCHL, la Société du pont Jacques-Cartier aussi pour le réaménagement de Bonaventure. Donc, tous les canaux sont très, très ouverts. D'ailleurs, avec les promoteurs publics, privés, les groupes à travers la table de concertation, le message qu'on envoie, c'est que pour arriver à travailler en partenariat, la réalisation, la concrétisation, s'assurer que les éléments qu'on veut favoriser se concrétisent, on doit travailler avec l'ensemble des partenaires publics à travers un comité qui est dûment et formellement constitué, où tout le monde s'engage à tous les niveaux à la réalisation du quartier. Donc, le terme « mise en œuvre » dans ce libellé-là est très, très important parce qu'on veut, c'est un appel à la mise en œuvre, alors qu'on vous le confirme à travers la planification, les travaux qu'on réalise actuellement. Vous le savez, la table de concertation est en place. On a différents comités aussi qui sont en place pour s'assurer d'avoir un discours qui est ouvert depuis au moins 24 mois et plus pour ce secteur-là. J'ai entendu dans votre réponse, vous avez évoqué plusieurs acteurs au niveau fédéral, mais je n'ai pas entendu beaucoup d'acteurs au niveau provincial. Nous, notre préoccupation, notamment pour le logement social et abordable, c'est une compétence provinciale. Donc, je pense que ce serait important également que les acteurs provinciaux y soient aussi, en tout cas. C'est peut-être la fatigue où on a parlé beaucoup d'enjeux reliés au gouvernement fédéral, mais je tiens à vous mentionner, Éric, que le gouvernement du Québec est dûment nommé à la case des acteurs à la page 106 du document et on ne l'a pas omis. Donc, je nommerai pas tous les acteurs, mais ils sont là. D'accord, merci. Votre deuxième question? Ma deuxième question, c'est un autre sujet complètement. Ça concerne la promenade riveraine, mais du côté de Ville-Marie. Il y a un tracé, c'est en page 105, toujours dans le tableau présentant les principaux moyens de mise en œuvre. Sous la rubrique acquisition, servitude ou entente, vous indiquez vouloir évaluer les modalités d'aménagement de la promenade riveraine sur la Cité du Havre. Est-il exact, ma question, qui est en deux volets, est-il exact qu'actuellement aucun accès public sécuritaire n'existe pour donner un accès direct à partir de la rive à la vague éternelle, qui est quand même un élément important dans le secteur? Et compte tenu de l'important développement envisagé sur la Cité du Havre, pourquoi ne pas d'emblée identifier comme moyen d'action le fait de négocier l'acquisition ou l'expropriation de terrains pour l'aménagement de la promenade riveraine, plutôt que de seulement évaluer les modalités d'aménagement d'une telle promenade, ce qui, encore une fois, n'est pas très contraignant et m'apparaît reporté à long terme, un aménagement qui est somme toute sur une vue fantastique, qui pourrait relier les édifices du port de Montréal avec l'agrandissement du parc de Dieppe que vous projetez. Donc, il me semble qu'il y a là un très beau, une très belle promenade à aménager là. Alors, réponse de la Ville. Tout à fait, puis vous décrivez très bien ce qu'on a mis dans le plan directeur, effectivement, cette intention. Juste rappeler qu'on est dans des terrains privés, donc ça va, c'est là le jeu de la négociation avec les propriétaires riverains. Par ailleurs, on est en discussion avec la SCHL concernant l'agrandissement, possible agrandissement du parc de Dieppe. Vous savez, la Pointe, il y a un parc de Dieppe. De l'autre côté de la tête du pont de la Concorde, il y a un terrain qui n'est ni un parc, ni est comme un petit peu... donc, la Ville souhaite en faire l'acquisition. Il y a des pourparlers qui sont actuellement avec la SIC. Puis ça, de ce fait, il serait aménagé, puis ça donnerait un accès facile, notamment à la vague éternelle. Donc, c'est par des petits gestes comme ça, levier immobilier, quand on est capable de le faire, puis par la voie de négociation avec les propriétaires privés, pour être capable justement de concrétiser ce lien.
peux peut-être compléter. C'est ce terrain-là en question, donc l'entrée n'est pas très loin après, sauf que la bande n'est vraiment pas large, puis l'espace entre Expo 67 n'est pas large aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'évaluer, la faisabilité. Puis aussi, l'intention, c'est de préserver aussi la zone végétalisée aussi qui est présente. C'est quand même un élément important de ça. Donc, il faut tout peser dans la balance dans l'aménagement de cet espace-là. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite l'évaluer de façon approfondie. Il faut savoir aussi que la Ville est déjà propriétaire d'une bande. Est-ce qu'elle est toute rendue dans le fleuve par l'érosion? Ça aussi, il faut l'évaluer. Fait qu'on a un relevé d'arpentage à faire là-dessus. Oui, bien, en tout cas, pour y avoir été il n'y a pas longtemps, effectivement, c'est un peu escarpé pour se rendre là. Puis on est vite confronté aux barrières des propriétés privées. Là, puis il me semble qu'on va aller chercher un petit 3 mètres pour donner un accès à tous les Montréalais. Ça pourrait être une bonne idée. Monsieur Michaud, vous êtes avec un point bienvenu d'interrogation aux sessions d'opinion. On vous attend à la prochaine étape. Merci. Merci, M. Michaud. Alors, prochain intervenant, s'il vous plaît. Monsieur Denis Taillefer. Monsieur Taillefer, bonsoir. Taillefer, bonsoir. On a un peu répondu à mes questions tantôt. Pour continuer avec la bande riveraine, les gens font du surf l'été. Hein. C'est internationalement reconnu. Puis ça serait bien que ça soit aménagé, parce que ça se fait un petit peu comme tout croche. Là. Alors, pendant les séances d'opinion, vous pouvez soumettre des idées, des projets. Puis, ma deuxième question, c'est concernant le transport en commun. Moi, je me souviens très bien que lorsque j'allais au Musée d'art contemporain, qui était situé sur la Cité du Havre, c'était un exploit s'y rendre. Pour moi, c'est important qu'il y ait un tout intégré, que les gens puissent se promener d'une partie à l'autre. Du nouveau projet. Puis aussi, est-ce que vous pensez avoir une espèce de partenariat avec le parc Jean-Drapeau? Parce qu'en 66, c'est un tout intégré, la Cité du Havre, puis toutes les îles, puis le site. Et puis surtout, pour le transport en commun, qui est capital, parce que lors de grands événements qui ont lieu à l'île Sainte-Hélène, puis qu'il y a 45 000 personnes, c'est vraiment un problème au niveau sécurité. On en avait parlé à la consultation sur le réaménagement des îles. Donc, je ne sais pas si vous pensez à quelque chose, c'est pour qu'il y aurait un circuit d'autobus qui serait intégré à tout ça. Bien, voilà. Premièrement, j'aimerais ça inviter tous les participants à aller voir l'illustration à la page 89 d'en haut, parce que toutes les intentions sont vraiment clairement exposées de la ville. On parle même d'un lien actif public essentiel le long de la rive. Ouais. On a fait attention aux mots du document parce que, comme le mentionnait mon collègue Olivier, il y a des éléments de faisabilité qui sont à évaluer. Aussi, pour Pierre Dupuis, on souhaite Pierre Dupuis, mais en général, l'accessibilité du site des îles, on est en pourparlers de façon constante avec la STM pour mieux développer le réseau dans ce secteur-là. On espère avoir des annonces le plus rapidement possible, mais ça fait partie des pourparlers qui sont en cours. Donc, la mise en œuvre de certains éléments, effectivement, parce qu'on sait qu'il y a des enjeux, qui existaient déjà, qu'on est en train d'aborder. Donc, ces éléments-là, l'accès à la vague, justement, par l'agrandissement du parc de Dieppe, tout ça est bien dûment illustré dans le document. Les intentions sont fortes et sont là. Et évidemment, on ne peut pas faire d'annonce aujourd'hui, mais on est en discussion pour parler avec la STM pour avoir une meilleure desserte générale du secteur pour les résidents qui sont là actuellement, mais aussi pour les îles. Il y a un autre élément, c'est que c'est sûr, dans l'approche de développement qui est proposée, on souhaite que les valeurs de l'Expo 67, la mise en valeur du patrimoine soient réalisées, mais l'approche équilibrée de développement qu'on propose, c'est aussi pour avoir une masse critique, pour pouvoir développer des commerces, un meilleur achalandage, puis justifier l'arrivée de ces réseaux-là. Donc, c'est un équilibre aussi qu'on propose pour ce secteur-là, où on souhaite la mise en valeur du patrimoine, un développement qui est respectueux des valeurs paysagères, de la biodiversité du site, mais qui va permettre aussi d'amener toute cette desserte-là. Puis on parle de la desserte en mobilité, mais la desserte aussi en commerce pour les résidents qui sont là, qui était pratiquement inexistante actuellement. Donc, les intentions sont vraiment bien exposées à la page 89. On travaille
très fort, dans le fond, pour aller dans le sens des interventions. Là. Parce que le casino aussi, il y a beaucoup de gens qui s'y rendent, il y a des grandes filets de voitures, puis sur Pierre-Dupuis, ça roule vite. Voilà. Merci. Merci, M. Taillefer. Prochain intervenant. Monsieur Simon Paquet, s'il vous plaît. Oui, et Très bonsoir, bonsoir. M. Paquet. Donc, donc là, je vais aborder un autre sujet. J'aimerais mieux comprendre en fait vos intentions et vos propositions pour protéger les vues vers les bâtiments, les lieux d'intérêt. Donc, ma première question, c'est donc tout d'abord à ma compréhension dans votre hypothèse d'aménagement. Donc, je ne sais pas si vous voulez la remettre, mais on voit certains bâtiments qui sont au-dessus de la rue Centre, en fait, dans le prolongement de la rue Centre. Donc, déjà, en fait, quand le prolongement, c'est excellent, en fait, qu'on trouve. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des bâtiments au-dessus? Est-ce que je comprends bien qu'on renonce un peu à ce qu'il y ait une vraie promenade là, qui pourrait aller dans l'ensemble dans le milieu du secteur, dans le fond, puis qu'on renonce en quelque sorte aux vues qui pourraient aller d'un côté de Pointe-Saint-Charles, en fait, jusqu'à l'extrémité, là, vers le quartier des Artisans? Est-ce que c'est bien le cas, en fait? Je peux enchaîner. En fait, l'idée derrière l'axe de la rue Centre, on voulait que ce soit un axe convivial qui traverse les cadres d'îlots. Il y aurait pu... en fait, l'hypothèse d'aménagement, il faut vraiment le voir comme une illustration des balises. Fait qu'il y avait une ouverture sur la façon que ça serait traité. Ça n'a pas besoin d'être un axe hyper structuré, mais ça pourrait être ça aussi. Nous, ce qu'on avait dit, c'est qu'il y aurait une diversité de la façon qu'elle pourrait être faite pour avoir que les gens se sentent dans un environnement intime, qui rentrent dans un milieu de vie. Et on ne voyait pas nécessairement l'objectif d'avoir une percée visuelle continue là-dessus. L'idée, c'est que la promenade soit intéressante et ponctuée avec des ambiances différentes à travers ça. Mais ça peut être une proposition que vous ferez là-dessus. Mais c'était l'intention qui était derrière ça, c'était d'avoir un axe pour les déplacements actifs qui traverse des environnements différents, qui soient intéressants pour tous. J'aimerais ça mentionner de façon générale au niveau des vues. L'objectif, c'est d'identifier les vues d'intérêt. Il y a certaines vues qui ont peut-être plus d'intérêt que d'autres. L'idée, c'est qu'elles soient identifiées au document. Puis nous, on souhaite que les concepteurs, les architectes qui vont être engagés par les groupes qui vont développer puissent considérer ces vues, puis à travers une architecture de qualité, une intégration de qualité, proposer une volumétrie, proposer une architecture qui va faire en sorte de mettre en valeur les vues. Est-ce que c'est sûr que c'est une vue de l'esprit de dire toutes les vues vont être conservées, mais c'est sûr que l'idée, c'est d'avoir une sensibilité à ces vues-là. Puis évidemment, il y a certaines vues qui devront être conservées, qui vont être plus considérées que d'autres. Mais nous, on veut travailler avec les architectes, les concepteurs, pour avoir une qualité architecturale, une qualité d'intégration qui tient compte des vues, des valeurs paysagères, du patrimoine, etc. Donc, on veut laisser une latitude aux concepteurs. On veut qu'il y ait une sensibilité puis vraiment une vraie approche architecturale sur l'introduction de leur bâtiment. Est-ce que plus de hauteur dans certains endroits, je veux dire par rapport aux hauteurs qui sont proposées actuellement, mais travailler avec la volumétrie pour maintenir certaines vues, etc. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on inscrit la gestion des vues dans le document. Donc, elles sont tous identifiées. On comprend qu'ils devront être travaillés, que les concepteurs devront travailler à travers ces différentes vues-là. Deuxième question. Oui, en fait, c'est très complémentaire. Vous verrez s'il y a des éléments à ajouter. Là. Donc, c'est très complémentaire. Donc, en fait, c'est ça, dans justement la page 77, vous proposez un schéma de cône visuel qui indique là, les directions par lesquelles on verrait certains bâtiments, ainsi que la hauteur qui serait permise là, ce que je comprends à certains endroits. Donc, toujours en fait sur la rue Centre, je pense que c'était, en fait, on voit qu'il y a une intention de prolonger la rue Centre justement parce qu'il y a c'est une très bonne connexion avec le quartier de Pointe-Saint-Charles, puis qui est une rue commerciale justement, donc il y aurait une logique là, à qu'il y ait une connexion comme ça. Mais est-ce qu'il y a une raison pourquoi il n'y a aucun cône de visibilité qui est prévu dans l'axe de la rue Centre plutôt
En fait, j'en vois dans la rue Grand-Tronc, puis je ne suis pas certain pourquoi il n'y en a pas dans la rue Centre, donc je me demandais si ça avait été considéré et juste pas mis, en fait, ou s'il y avait une raison, en fait. Puis, je me demandais aussi, en fait, il y a comme certains endroits qu'il y a des hauteurs recommandées, proposées, mais je me demandais si... Parce qu'il y a comme... Comment dire? La cote altimétrique? Oui, mais en fait, il y a comme des endroits qu'il n'y en a pas, puis je me demandais s'il y avait déjà comme une idée de l'ensemble là, des... peut-être plus détaillé des hauteurs qu'il y aurait au niveau des endroits. Là. C'est comme un peu abstrait, les hauteurs, puis là, il y a certains endroits, mais là, il y a certains endroits qu'il n'y en a pas. Fait qu'on se demande c'est quoi qui est permis dans certains bâtiments entre certaines puces de hauteur. Je ne sais pas si vous avez comme une carte plus détaillée de cette carte-là, là, à la page 77. Donc, puis c'était ça. Peut-être pour la rue Centre, effectivement, on reçoit la suggestion qui est intéressante. On va peut-être la regarder, l'examiner, d'avoir une perspective visuelle, on va voir la faisabilité, sur quoi ça bute, parce que je pense que ça vient toucher l'autoroute Bonaventure qui est surélevée. Peut-être qu'il n'y a pas un intérêt, mais on va le regarder quand même pour voir une façon de la magnifier ou de l'exploiter. Peut-être. Pour la deuxième question, je pense. Oui, sur les hauteurs. Pour les hauteurs. Oui, bien, en fait, il n'y avait pas de vue sur l'enseigne Farine Five Roses dans l'axe de la rue Centre quand on a fait le relevé. Peut-être qu'on l'a mal vu. Là. Donc, avec l'orientation, c'est plus Grand Tronc qu'on voit l'enseigne Farine Five Roses. C'est pour ça que ça n'avait pas été identifié. Après ça, il faut rappeler que dans les balises d'aménagement, on vise des hauteurs de 7 à 25 mètres pour l'ensemble du bassin Wellington. Pour le périmètre entre les rues Mill, Bridge et le canal de la Chine et le REM, on a identifié une zone, dans cet espace-là, il pourrait y avoir des pointes de hauteur qui atteignent jusqu'à 65 mètres. Mais pour guider l'implantation de ces pointes de hauteur-là, on a identifié également des comptes de vue d'intérêt sur des marqueurs territoriaux, notamment l'enseigne Farine Five Roses, ce qui fait qu'il y a des endroits qu'on souhaite que les hauteurs soient limitées. Pour le reste, c'est du 7 à 25 mètres avec des pointes de hauteur où il y a des critères pour l'intégration de ces pointes de hauteur-là. Donc, on n'a pas mis sur le plan de limite, mais dans le texte écrit 7 à 25 mètres avec des pointes de hauteur. Quand on l'a limité, c'est juste pour préserver la vue, notamment sur l'enseigne Farine Five Roses. Il ne faut pas que le bâtiment dépasse 23 mètres ou 44 mètres. C'est à titre indicatif pour la conception. Juste pour vous rassurer, quand les promoteurs vont déposer leur projet, devront fournir les volumétries. Ça va leur donner des indications. C'est sûr que si une cote altimétrique à 30 mètres puis un volume qui est monté au-dessus de 30 mètres, on comprend que le bâtiment va être dans la vue puis va la bloquer. Fait que c'est de voir justement au niveau de l'architecture, est-ce qu'il est moyen, bien, il va y avoir différents facteurs qui vont être considérés, le patrimoine, la qualité architecturale, etc., et les vues. Puis il pourra proposer une volumétrie. Justement, nous faire voir, nous, on exige les points de vue souhaités pour voir l'impact du bâtiment sur les dites vues. Puis à ce moment-là, quand les projets sont présentés, bien, les vues sont analysées, que ce soit par le comité consultatif d'urbanisme ou les autres comités, dépendamment des processus réglementaires. Mais c'est sûr qu'on va exiger les volumétries. Ça donne des guides aussi aux concepteurs en disant, attention, on a une vue qui a un impact à plus de 30 mètres. C'est sur le Five Roses de Grand Tronc. C'est intéressant. C'est un point de repère important quand tu es à Pointe-Saint-Charles pour te situer dans la ville. Est-ce que tous les points de vue sur Five Roses seront préservés? C'est là que peut-être qu'il y aura des choix. Mais d'où les cotes altimétriques à 77. Là, quand vous voyez un 30 mètres, bien, la vue elle va être obturée si le bâtiment est à plus de 30 mètres. Non, non. C'est bon? Merci, c'est OK. Merci à vous. Alors, prochain intervenant. La dernière intervention de la soirée, Marie-Ève Milot, s'il vous plaît. Alors, c'est la dernière intervention de la soirée, donc on devrait terminer autour de 21h. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs aussi. C'est mentionné dans le plan directeur, en fait, que pour qu'un promoteur développe un terrain dans un secteur, il doit déposer un plan d'ensemble. C'est également mentionné que la proposition doit être faite par un développement concerté entre un ou plusieurs propriétaires pour un territoire donné.
Alors, ma question, elle est comment allez-vous vous assurer que le plan que vous allez recevoir ait été réalisé de façon concernée entre tous les propriétaires d'un secteur? C'est l'objectif de le faire. On va essayer qu'ils travaillent ensemble, mais dans tous les cas, pour autoriser le changement de zonage, tout le monde va être interpellé là-dedans. Les propriétaires vont être interpellés. Ils vont être informés de tout ça. Mais effectivement, de s'assurer, notre rôle va être assez d'accompagner pour que tout le monde se parle entre eux, pour qu'on puisse réussir à développer un plan qui soit complet et d'ensemble. Je comprends que, notamment pour le site de la SIC, il y a d'autres propriétaires qui sont concernés. Il y a des rues à créer. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse s'asseoir avec notamment les autres propriétaires pour qu'on puisse s'entendre sur la localisation des rues, des parcs, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obligation qu'il y ait une signature comme telle de chacun des propriétaires sur ce qui est fait. C'est la Ville qui va décider au bout de la ligne et par ses citoyens également, parce qu'il y a une procédure d'autorisation. Oui, juste mentionner encore une fois, on a conservé nos leviers réglementaires, puis on a l'avantage dans les secteurs visés déjà avoir des promoteurs qui se sont associés en consortium, c'est-à-dire qui se sont mobilisés justement pour faire valoir les enjeux de développement du secteur. Donc, nous, le pari qu'on fait, c'est que cette mobilisation-là va nous permettre d'avoir les discussions avant d'ajouter la réglementation pour qu'il puisse avoir une concertation puis le dépôt d'un plan d'ensemble qui va toucher plusieurs propriétés. Donc, c'est ça qu'on souhaite. Puis on pense que ça rejoint certaines préoccupations aussi des promoteurs sur la cohésion et la cohérence entre les développements des différentes parcelles de ce secteur-là. Donc, c'est le pari qu'on prend, puis de pouvoir modifier la réglementation une fois qu'un plan d'ensemble sera convenu avec les ententes, les terrains, le logement, etc. J'ajouterais que les propriétaires, les promoteurs ont tout intérêt à travailler ensemble parce qu'un propriétaire qui est assis sur son terrain ne peut pas développer puis conclure les prérequis que l'on souhaite mettre de l'avant pour autoriser l'habitation. Donc, les promoteurs et propriétaires ont tout intérêt à travailler ensemble pour que leurs propositions soient recevables par la Ville à la lumière des prérequis qui sont mentionnés dans le plan directeur. Puis, il y a des discussions actuellement avec la plupart de ces grands propriétaires, que ce soit sur la table de concertation ou de façon bilatérale à certaines occasions. Ma deuxième question, elle est en lien avec le fait, en fait, que dans la dernière année, on a vu des opinions assez différentes de plans directeurs pour certains secteurs dans le Bridge Bonaventure. Et elle est, en fait, ma question, qui va assurer le leadership pour favoriser la concertation entre les propriétaires? La Ville de Montréal. OK. C'est la Ville de Montréal. Bon, on m'a coupé le micro. Okay. La Ville de Montréal, au sens large, comme on l'a déjà mentionné, il y a les 2 arrondissements. L'ensemble des services de la Ville est mobilisé actuellement sur le dossier. On a créé, par le leadership de la Ville, une table de concertation pour que les acteurs se parlent. Par notre leadership, les discussions sont en cours avec la Société immobilière du Canada, comme on l'a mentionné à de nombreuses reprises. Donc, c'est la Ville qui s'engage à avoir ce leadership-là. Puis c'est un peu le contrat qu'on présente aujourd'hui, préliminaire, en consultation, de prendre ce leadership-là, évidemment, dans la réalisation. Donc, c'est la Ville de Montréal, le service de l'urbanisme et de la mobilité et les arrondissements qui sont visés. Évidemment, je le rappelle, on est sur 2 territoires de 2 arrondissements qui connaissent très bien leurs enjeux locaux, qui ont une grande expertise en termes de projets. Donc, c'est sûr et certain qu'on est prêt à accueillir les promoteurs, les arrondissements aussi. Puis la proposition qu'on vous fait aujourd'hui, c'est une proposition qui est consensuelle au niveau de la Ville, avec les arrondissements. Super, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors, ceci met fin à cette soirée de questions et réponses. Et donc, je tiens d'abord à remercier les représentants de la Ville pour leurs réponses. Je remercie tout le monde qui s'est présenté ici ce soir. Donc, merci pour votre participation. Donc, ça amorce maintenant une nouvelle phase de la consultation qui va porter sur les opinions. Donc,
Vous avez à partir de maintenant jusqu'au 8 juin pour nous faire part de vos opinions. Pour ceux qui souhaitent se présenter ou présenter une opinion oralement devant les commissaires, je vous précise que les séances d'audition sont organisées à partir du 13 juin et vont se dérouler ici même. Et pour prendre rendez-vous, vous devez vous inscrire avant le 8 juin. Donc, au nom de tous les commissaires, je vous remercie de votre participation et vous souhaite une bonne fin de soirée.